l'extension de l'OTAN, la sécurité européenne et les droits des populations pro-russes dans les territoires annexés. Pour la Russie, une paix durable nécessite des engagements contraignants allant bien au-delà des accords de Minsk jugés aujourd'hui insuffisants et bafoués. Ukraine, pourquoi l'Occident privilégie donc un cessez-le-feu à une paix durable? Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette autre édition de Face à l'actualité et nous parlons bien sûr de ce thème dans quelques instants avec nos invités. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision panafricaine. Vous suivez Face à l'actualité. Nous parlons aujourd'hui de la situation en Ukraine. Pourquoi l'Occident, entre autres, privilégie un cessez-le-feu à une paix durable? C'est la question qui va nous guider tout au cours de cette autre édition de Face à l'actualité. Une édition, bien sûr, qui est consacrée à l'analyse de l'actualité à travers le monde avec, bien sûr, un impact sur le continent africain. Pour parler de ce thème qui nous réunit ce soir, nous allons recevoir sur ce plateau des experts de haut vol que vous avez l'habitude de voir sur les plateaux d'Afrique Média. Nous recevons le professeur Tapé Grubera. Professeur Tapé Grubera, vous êtes enseignant-chercheur et président du mouvement africain pour la Renaissance, du mouvement pour la Renaissance africaine, j'allais dire. Bonsoir et bienvenue. Professeur Tapé Grubera, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Professeur Tapé Grubera, je le disais à l'instant, nous recevons le professeur Tapé Grubera, président du mouvement pour la Renaissance africaine et par ailleurs enseignant-chercheur. Professeur Tapé Grubera, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Hugues Ambado. Merci pour l'invitation. Je salue la direction d'Afrique Média, les techniciens, vous-même également, et vos nombreux téléspectateurs. Je salue effectivement les personnes qui feront partie du panel. Merci encore une fois de plus pour l'invitation. Autre personne justement qui constitue le panel de ce soir, nous recevons Gamal Abina. Gamal Abina, vous êtes bien évidemment journaliste et également analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je salue tout le monde, toutes et tous, tous nos téléspectateurs, monsieur le professeur Tapé Grubera et toutes les personnes qui vont intervenir. D'accord. Alors, messieurs, sans autre transition, nous allons bien sûr rentrer dans le vif du sujet. Je le disais, déjà, nous parlons de l'Ukraine, nous parlons de la possibilité d'un cessez-le-feu, alors que justement plusieurs pays en Europe, notamment la France, l'Allemagne, appellent à un cessez-le-feu. La Russie qui, elle, revendique voilà, des décisions plus contraignantes, des décisions qui vont aller dans le sens d'une paix beaucoup plus durable qu'un cessez-le-feu. Nous posons donc la question aujourd'hui, pourquoi l'Occident, entre autres, privilégie le cessez-le-feu à une paix durable? Je commence avec vous, professeur Tapé Grubera. On va se poser cette question sans embâche d'entrée de jeu. Pourquoi l'Occident se concentre sur la recherche d'un cessez-le-feu quand il y a la possibilité justement d'aller vers une paix durable? Merci. Et en fait, pour parler de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, il faut, je pense, faire la genèse, il faut aller au début. Parce qu'on a toujours présenté la situation qui se passe en Ukraine comme l'idée d'une folie d'un individu, à savoir M. Poutine, le président Poutine. Donc, nous sommes sur une chaîne sérieuse et il est intéressant, même si nous ne sommes pas en Russie, mais au vu des informations que nous avons récupérées. Et c'est pour cela que je recommande aux uns aux autres, par exemple, d'écouter ou de lire l'une des personnes que je trouve très sérieuse, à savoir Jacques Baud, qui a été membre de l'OTAN et qui explique souvent des choses de manière claire et souvent qui a de l'avance parce qu'il a été un membre des renseignements généraux. En fait, n'oublions pas qu'il y a eu en 2014 un coup d'État. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle... Quand on prend le cas de l'Afrique, on nous parle des gens démocratiquement élus. Il y avait un ancien le président ukrainien qui avait été démocratiquement élu, puis c'est ce qu'on a dit. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup d'État qui a été fomenté
par la CIA et qui a fait. Pourquoi? Parce que le président, je crois que c'est Porenchko, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais je pense que mon frère Gamel Abina, tu connais bien le nom certainement. Et donc, ce président-là, l'Union européenne lui avait proposé un marché et à la suite, la Russie avait proposé la même chose, mais enfin avec plus d'intérêt pour, comment on appelle, enfin, plus de gains. C'est tout à fait normal que si je vous propose d'acheter, excusez-moi, votre costume à 100 000 francs et que mon frère Gamel Abina vous propose 200 000 francs, c'est au plus offrant. Donc, il y a une telle situation. Et de ce fait, le monsieur a hésité, le président, l'ancien président a hésité, et ça a été un motif pour que les gens identifient cela comme étant un pro-russe. Et à la suite de ça, je résume rapidement, à la suite de ça, on a trouvé là qu'il fallait le débarquer. Et on sait ce qui s'est passé avec cette histoire de Mme Neumann, qui, dans ses messages, donc avait déjà réussi à concocter un gouvernement. Et il y a eu donc ce qu'on appelle, comment on appelle l'opération comment on appelle le 2014, le coup d'État de 2014. Après la suite du coup d'État de 2014, il y a eu les accords de Minsk. Vous savez que ça soit Angela, qui a été mis sous l'autorité, le deuxième surtout, sous l'autorité de l'Allemagne et de la France. Angela Merkel est intervenue dans, bon, même si ces derniers temps, dans ses mémoires, elle semble dire quelque chose qui dévie, mais à chaud, elle avait dit que les accords de Minsk avaient été faits pour que l'Ukraine s'arme. Mais pourquoi l'Ukraine devait s'armer? Ça, c'est une question fondamentale. Je vais donc essayer de rappeler aux uns aux autres. En fait, il y a en Ukraine, l'Ukraine n'est pas homogène sur le plan, je veux dire, linguistique, et même des peuples. Donc, vous avez en Ukraine des Ukrainiens, si on veut dire en griffe de souche, peut-être. Vous avez des Russes, vous avez des Moldaves, vous avez des Roumains, vous avez donc des gens qui sont d'origine polonaise. Donc, vous avez tout ça parce que c'est un... Et donc, toutes ces langues se parlaient. Et donc, il y a une loi qui avait été prise depuis l'indépendance de 1991, qui est la loi qui permettait que toutes ces langues-là, si vous avez 10% de la population, qu'on puisse l'utiliser. Nous, dans le cas ici en Belgique, on est dans une configuration d'un État fédéral. C'est-à-dire que vous avez le nord de la Belgique, ou ce qu'on appelle les Flamands. Et même ici, pour que les gens comprennent mieux, c'est un peu, je crois que comme dans la fédération suisse, ici, par exemple, quand il y a les élections, les gens du nord élisent leurs députés, ceux du sud élisent leurs députés, et puis après, tout le monde se retrouve. Enfin, chacun a d'abord son assemblée, puis il y a une assemblée, enfin, il y a ce qu'on appelle l'État fédéral. Ça ne pose aucun problème. La même chose en Suisse. En Suisse, vous avez 3 entités, ceux qui parlent le français, ceux qui parlent l'allemand, et puis ceux qui parlent un peu une langue qui est un peu liée un peu à l'Italie. Ça ne pose pas de problème. Mais ici, on a décidé, et donc le président qui a été, je vais dire, qu'on a installé, qui n'a pas été élu, Petro Poroshenko, c'est lui qui va prendre une loi, une décision, d'abord lui, sous son autorité. Donc le 23 février 2014, la loi va être abolie. Et puis elle va être confirmée le 28 février 2014, toujours par la Cour constitutionnelle. Donc c'est ça qui va être le déclenchement de ce qu'on appelle les événements du Donbass. Les événements du Donbass, ce n'est pas Poutine qui a fait clac, mais il y a eu cette loi-là. Et puis, donc, il y a eu, comme je l'ai dit, les accords de Minsk avec la France, surtout à l'époque, c'était François Hollande et Angela Merkel, qui devaient surveiller, donc il devait avoir un genre de cessez-le-feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On regardait ailleurs et l'État, je dis bien l'État ukrainien, avec tout ce qu'ils avaient comme moyen, bombardé une partie de sa population, ce qu'on appelle les populations du Donbass. Ça s'est passé de 2014 jusqu'en 2022. On nous parle d'au moins 13 000 morts. Là-bas, il n'y avait pas de vie. Donc voilà, effectivement, c'est le président de la transition qui était là. Donc il n'y avait pas de vie. Et c'est cette situation-là qui a continué. Et puis, quel est l'un des éléments déclencheurs? On oublie. Le 15 février 2022, il y a eu la dernière, parce que M. Zelensky, qui est actuellement au pouvoir, quand lui faisait campagne, il a dit qu'il allait revenir à ces mesures, permettre à ce que tout cela soit
Dès qu'il arrive au pouvoir, il change effectivement de méthode et finalement, même ça devient même plus grave. Et on continue de bombarder. Et les radios, les télévisions qui parlaient d'autres langues que l'ukrainien ont été fermées. Des partis politiques dont on sentait qu'il pouvait y avoir des gens qui s'exprimaient dans la région de Donbass ont été purement et carrément supprimés, annulés, abolis du paysage politique. Et ça, avec comment on appelle, la bénédiction des pays occidentaux. Et le pire, c'est que, on connaît un monsieur du nom de Bandera, qui a servi, enfin, lui et son groupe qui ont servi pendant les guerres en Europe, ici qu'on appelle couramment la Deuxième Guerre mondiale, il était avec les nazis. Et donc, il y a eu un moment donné, les Américains et l'OTAN, sa CIA, sont venus accentuer cette situation en donnant plus, parce que de plus en plus, on mettait dans l'armée. Donc, ces gens de l'extrême droite, comme ceux qu'on ne veut pas en France, hein, par exemple, pour prendre le cas de la France, qu'on ne veut même pas. Les marines Le Pen sont vus comme des gens méchants, mais en Ukraine, c'était une bonne chose. Ceux-là, on les mettait dans l'armée. Donc, on devait vider l'armée de tous ceux qui pouvaient être d'origine roumaine, d'origine polonaise, etc. Si tu n'es pas un homme pur. Donc, voilà la situation dans laquelle on se trouvait et qui a fait des dégâts. Cette situation-là, ça a été fait sous le parrainage de l'Europe. Et puis, il y a eu donc l'opération spéciale, puisqu'à un moment donné, la Russie ne pouvait plus continuer d'accepter, jusqu'à sinon, elle aurait porté la responsabilité de la mort. Parce que je rappelle que la dernière incursion de l'État ukrainien dans cette zone date du 15 février 2022. Et puis, il y a eu l'opération spéciale qui a commencé le 24 février. Donc, c'est à la suite de ça qu'il y a eu cette situation. Mais il a été fait, comme on appelle, un consortium, selon lequel, en réalité, ils se sont assis, ils avaient décidé, et on a provoqué cette situation, pour que cela arrive. En fait, l'objectif, si vous lisez, comme on appelle, l'échiquier, le grand échiquier de Brzezinski, qui a été écrit en 1996, dedans, l'idée de l'expansion de l'OTAN en Ukraine était déjà écrite. Je ne dis pas, nous sommes en 1996. L'Ukraine a son indépendance en 1991. Donc, Brzezinski lui dit que l'Ukraine peut entrer seule dans l'OTAN. Mais si la Russie doit aller, elle doit aller forcément avec l'Ukraine, mais ce n'est pas obligatoire. Ce que vous devez comprendre, il y a eu des événements de 1962 qui ont failli créer ce qu'on appelle la guerre des baies de cochons. C'est qu'à un moment donné, Nikita Khrouchtchev, en accord avec l'ancien président de Cuba, a décidé, parce que les Américains, ils viennent installer des missiles au nez et à la barbe de la Russie, et ils se sont dit, bon, vous êtes loin et vous nous faites toute cette misère-là. Donc, nous aussi, on signe un accord. Donc, ils ont signé à l'époque avec Fidel Castro d'installer eux aussi leurs missiles au nez et à la barbe des États-Unis en 1962. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a failli créer la guerre. Et finalement, les Russes, à l'époque, c'est Nikita Khrouchtchev, a retiré ses missiles. Fallait simplement se les placer, comme on appelle, à Cuba. Les gens n'ont pas voulu. Les États-Unis, c'était celui qu'on appelle le bon président Kennedy, mais qui voulait déclencher une guerre. Parce qu'il dit ce n'est pas possible que dans les narines ou bien au nez à la barbe des États-Unis, il y ait des missiles qui nous regardent. Pourtant, eux, ils le font. C'est normal, on peut donc mettre les missiles. Donc, quand nous prenons la situation de 1962 et apparemment ce qui se passe depuis 2014, l'objectif, si on faisait entrer l'Ukraine dans l'OTAN, on allait mettre à la frontière de la Russie des missiles américains, ce qui n'est pas inacceptable. Et tout ça, c'est en accord avec les pays occidentaux qui font partie de l'OTAN. Vous voyez qu'il y avait un plan qui a été audit. Donc, de ce fait, c'est une guerre qui a été préparée. Ce n'est pas quelque chose qui est né ex nihilo par la volonté d'un monsieur qui a pris du ganja ou des dieux, etc. Et puis c'est arrivé. Donc, j'explique, je résume en quelque sorte. Je pense que mon frère Gamel Abina donnera d'autres informations. Donc, voilà le schéma. Donc, maintenant, pour répondre à votre question, vous voyez que des gens qui sont engagés pour faire quelque chose, comment voulez-vous qu'ils se fassent mea culpa? Ils ne connaissent même pas le tort qui a été fait dans cette situation. Et je vais finir par deux éléments. Je rappelle que lorsque l'opération a commencé le 24 février, le 25 déjà, Zelensky voulait négocier. Le 25, c'est-à-dire un jour après. Ça aurait permis même d'éviter les morts. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Union européenne a allé là près de 400 millions d'euros
pour dire à Zelensky, non, non, c'est pas la peine, nous on est prêts, on va faire tomber la Russie. Parce que l'objectif, rappelez-vous, pour ceux qui, les vidéos existent, de l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'objectif c'est qu'ils avaient prévu au grand maximum en 6 mois de défaire la Fédération de Russie. Je rappelle que la Russie est une fédération, elle fait, je crois, de 22 États. Et donc c'était ça, émietter, remplacer à la tête des différents États, mettre les hommes liges, comme on le fait souvent en Afrique, et puis on n'avait plus entendu parler de Fédération de Russie. Malheureusement, ça n'a pas donné cet effet-là. Donc, première tentative de Zelensky lui-même, le 25 février, ça a commencé le 22, le lendemain déjà, l'Union européenne a dit pas question. Ensuite, en mars, puisque la Turquie avait pris le relais, en demandant en demandant les 2 délégations, il y avait la délégation turque, qui était là comme l'élément de médiation. Donc, il y avait une délégation russe et une délégation ukrainienne. Tout allait bien au moment, nous sommes en mars 2023, au moment, 2023 autant pour moi, au moment où on était prêt à la conclusion d'une situation de paix, etc., durable et autres, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement l'envoyé de l'Ukraine qui était là-bas, on a trouvé qu'il était très pro, comme on appelle, russe, a été assassiné. Et puis, Boris Johnson et puis un groupe des États-Unis sont allés voir Zelensky pour dire de refuser cela avec 500 milliards de dollars. Non, 500 millions, pardon, je crois que c'est 500 millions de dollars. Vous voyez que c'est une situation. Nous sommes en mars 2024. Non, 2023, autant pour moi. Donc, on aurait évité tout ça. Et ce dont je parle, pour ceux qui ne croient pas, vous pouvez voir le journal Le Monde du 30 avril 2024, puisque le journal Le Monde a repris un article du journal Bild, d'un journal américain, en allemand, qui parlait de cette situation. Donc, de ce fait, les gens n'ont jamais voulu qu'il y ait la paix. Comment voulez-vous qu'il y ait où on pouvait épargner la vie des soldats à la fois russes et ukrainiens? On était à quelques centimètres. On a envoyé de l'argent. Pourquoi on continue la guerre? Et vous voulez que ces mêmes gars-là, du jour au lendemain, avec tout ce qui s'est passé, et en plus, avec cette doctrine idiote, excusez-moi que je sois là, quand vous entendez un président comme M. Macron qui vient dire « la Russie ne peut pas gagner la guerre ». Non, on part du principe que la Russie ne peut pas gagner la guerre. Vous voyez que, véritablement, on est dans une posture de faire la guerre à tous les coups. Et on finit toujours, on dit que les Ukrainiens vont se battre jusqu'au dernier soldat. Vous imaginez si les Ukrainiens se battent jusqu'au dernier. Ça veut dire qu'on a sacrifié tous les Ukrainiens. Pourquoi finalement? Pourquoi finalement? Voilà donc ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je dis qu'il c'est vrai, excusez-moi que j'ai été plus long, mais pour moi, je pense qu'il est important, sur une chaîne telle que Afrique Média, d'expliquer les choses pour que les gens comprennent que ce n'est pas une question de olé des gens. Et je pense que mon frère Gamel Abina va apporter d'autres éléments pour que les gens comprennent, pour qu'on soit au même niveau d'information, de telle sorte qu'on comprenne où les gens vont. Ils ne font pas les choses au hasard. C'est peut-être le citoyen lambda qui pense, oui, Poutine il a pris de la drogue, il est devenu fou, ou bien comme on lui a trouvé un cancer, comme on a raconté sur les différentes chaînes françaises et mainstream. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est une guerre complète. C'est une guerre, je vais dire, impérialiste. Il ne faut pas la voir au hasard. Et je pense que nous, Africains, on doit prendre, je ne demande pas aux uns aux autres de prendre fait et cause pour ça. Et ça, je respecte la position des uns et des autres. Mais de comprendre que ce qui se passe là-bas peut avoir une répercussion sur nous aussi. C'est ça très important. Professeur Tapé Groubira, Gamal Abina, est-ce que certains, en tout cas, avancent une idée sur laquelle tout à l'heure le professeur Tapé Groubira évoquait ces propos du chef d'État français comme, qui déclarait entre autres que l'Ukraine ne peut pas perdre la guerre. Il y a eu ces déclarations qu'il a d'ailleurs reprises selon lesquelles les Ukrainiens se battraient jusqu'au dernier soldat. Est-ce qu'aujourd'hui l'acharnement, je ne veux pas dire l'acharnement, est-ce qu'aujourd'hui le fait que les Occidentaux et leurs alliés américains s'accrochent à l'idée d'un cessez-le-feu plutôt qu'à l'idée de véritables négociations pour une paix durable ne serait pas justifié par le fait qu'aujourd'hui, on ne voudrait pas perdre la face. On a annoncé avec beaucoup de face qu'on allait gagner la guerre et aujourd'hui, les réalités sur le terrain sont tout autres. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas ce désir-là de ne pas perdre la face et justement de gagner un peu de temps?
Vous savez, ça vient d'être dit à l'instant par le professeur Tabet sur la question de l'origine du conflit. Ça commence pas en 2014. Le coup de Maïdan, effectivement, c'est un accélérateur d'un conflit qui était déjà larvé, puisqu'il y avait déjà l'affaire avec Yulia Tymoshenko, qui est une grande corruptrice, une grande voleuse, qui a été d'ailleurs condamnée pour cela. Et elle-même, déjà avant, avait déjà commencé dans les années 2000, au début des années 2000, à créer des problèmes avec ces fameuses révolutions colorées, dont on sait très bien d'où elles viennent, pour prendre le pouvoir. Donc il y a eu plusieurs tentatives. La dernière en date, c'est effectivement l'affaire de Maïdan, en 2014, avec Tymoshenko, qui sera écarté du pouvoir par un coup de force. Ça n'est pas une démocratie qu'on a installée. C'est un coup de force pour installer son rival. Et donc, ce qui se passe, c'est que depuis ce moment, il y a plusieurs éléments qui interviennent. D'abord, le rapport national. L'Ukraine est un pays divisé parce qu'il y a eu, durant la Seconde Guerre mondiale, la partie occidentale de l'Ukraine, qui était plutôt catholique d'ailleurs pour une partie, qui était favorable aux nazis. Et la partie orientale, qui était évidemment de religion orthodoxe, et qui était tout slave d'ailleurs, et qui était plutôt favorable aux soviétiques. Ils n'aimaient pas tellement la Russie soviétique, parce qu'ils ont eu ce qu'on appelait à l'époque l'Holodomor, donc un moment où il y a une famine organisée par Staline. Mais lorsque les nazis arrivent, ils cherchent à écraser les Slaves, au sens large du terme. Et ça se joue à pas grand-chose en réalité, parce qu'il y a une partie des nazis qui voulaient utiliser les Ukrainiens contre les Russes, et ils l'ont fait. Puis une autre partie qui était littéralement opposée. Je donne des noms rapidement, parce que ça va être long à expliquer. En gros, c'est Himmler qui était totalement anti-slave et qui voulait la peau des Slaves parce que c'était des Untermenschen, donc des sous-hommes. Et de l'autre côté, on avait un des plus grands idéologues du nazisme qui s'appelait Alfred Rosenberg, qui disait qu'il serait intéressant, puisque les Ukrainiens ont reçu les nazis avec des fleurs, d'utiliser ces populations contre les Russes slaves plus à l'est. Ça n'a pas fonctionné, et très rapidement, des groupes ukrainiens, ça a été dit tout à l'heure par le professeur, comme Stepan Bandera, ont été de véritables supplétifs SS nazis qui tuaient leur propre population. Donc ce passé lointain, il a plus de 80 ans maintenant, aujourd'hui il se fait jour. Pourquoi ? Parce qu'en 2014, on a encore des réminiscences de cette période néo-nazie, donc nazie, affirmée, avec ces fameux soleils noirs qui sont les soleils des nazis du château de Wawelsberg, donc du château des nazis en Allemagne, des symboles de Napola, par exemple, les jeunesses ukrainiennes qui étaient entraînées comme les jeunesses nazies hitlériennes. On a aussi les symboles évidemment SS, les deux zig, qui sont sur les épaules de quelques combattants ukrainiens. On les voit se tatouer de symboles nazis qui sont très clairement affirmés, c'est pas à moitié. Et ils représentaient à peu près 5% de l'armée ukrainienne. Et c'est ces éléments-là qui ont fait dire aux Russes que c'était des nazis qui étaient en face de... Évidemment, ils ont exagéré, il n'y a pas que des nazis, il y a aussi des nationalistes beaucoup moins violents, mais il n'en demeure pas moins que qui pouvait accepter dans son armée des nazis affirmés, des nazis racistes, parce qu'ils étaient racialistes, et des nazis qui étaient dans l'armée ukrainienne officiellement. Il y a eu 3 grandes sections donc, qu'on connaît aujourd'hui maintenant, qui ont évolué dans l'armée, qui ont été recrutées et qui étaient mises en avant. Et donc on se souvient effectivement que dès le démarrage de la guerre, l'objectif de Poutine, c'était de dénazifier l'Ukraine, de la démilitariser et de refuser catégoriquement son entrée au sein de l'OTAN. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'OTAN, qui aurait dû disparaître en 1991, n'a fait que s'étendre à l'Est ? Pourquoi est-ce qu'elle a été jusqu'aux frontières de la Russie, parce que l'Ukraine c'est la frontière russe, pour provoquer le géant russe qui se réveillerait un jour ? On savait que l'ours russe ne serait pas toujours endormi. Et bien simplement parce que ça a été dit à nouveau par le professeur, il y a le grand, en 1996, Brzezinski a écrit un truc intéressant, intéressant, sur un plan géopolitique. Il a le fameux échiquier mondial dans lequel c'était un grand joueur d'échecs, Brzezinski, il faut le savoir. Il considérait que les États-Unis étaient une puissance qui devait être hégémonique et qu'il lui fallait un ennemi à combattre et à abattre. Donc plusieurs ennemis étaient désignés. Il y a évidemment le monde musulman, mais ça s'est effondré rapidement, on le savait déjà. Ensuite, il y a le monde chinois qui posait problème. Il fallait effectivement provoquer la Chine avec Taïwan. Et le monde ex-soviétique, donc la Russie, ce grand empire russe qui reste, c'est vrai, une fédération de plus de 20 États et qui devait être fragilisé. Très rapidement, en Russie, on voit qu'il y a des problèmes avec les fédérations, les États plutôt l'Ingouchie, et puis évidemment l'État qui a fait la guerre à la Russie. Donc c'est des petits États musulmans qu'on a instrumentalisés, on a poussé à faire la sécession avec l'État russe, l'État fédéral russe. Donc on sait ce qui s'est passé en Tchétchénie, c'était à Grozny, un massacre, une destruction totale, depuis reconstruite. Mais il n'en demeure pas moins que l'objectif c'était d'atomiser la fédération russe, tout en atomisant effectivement les différents États arabes qui se faisaient la guerre de façon éternelle. On voit bien ce qui s'est passé en Somalie, un État éclaté, le Soudan, un État éclaté, l'Irak, un État éclaté en 3 États, enfin 3 petites entités un peu ridicules, nord kurde, centre sunnite et sud chiite, la tentative de faire la même chose en Iran. Mais c'est clair que la plupart des États
qui ont été ciblés par cette stratégie américaine étaient destinés à fragiliser ces entités qui étaient qui fonctionnaient plus ou moins bien. Et ce qui se passe, c'est que dans cette stratégie, il y a d'abord la toute-puissance américaine qui n'était pas remise en question, et surtout les affaires à faire. Vous vendez des armes. Vous pouvez vendre des armes à n'importe qui quand il y a les guerres civiles. Et donc tout ça pour dire que la question ukrainienne n'est pas une question qui arrive par accident. C'est pas la première fois. On l'avait déjà vu avec Yulia Tymoshenko, qu'elle tentait à chaque fois de provoquer avec des révolutions colorées. Ensuite, on a vu la révolution orange, on s'en souvient. Ensuite, il y a eu le coup de force 2014. Et puis ensuite, surtout pendant quasiment 10 ans, enfin 8 ans pour être très précis, des attaques dans la région russophone, le Donbass, avec des provocations. Ils avaient envisagé de faire supprimer les Russes des écoles, ce qui est quand même assez grave. Ils avaient envisagé de détruire toute la littérature russe, de détruire tous les symboles du soviétisme, qui a quand même, il ne faut pas l'oublier, été à l'origine de l'industrialisation de l'Ukraine. Et tout ça pour dire que de l'autre côté américain, à l'intérieur de l'Ukraine, c'est surtout des terres noires, ces fameuses terres très riches, et en même temps de vendre des armes pour endetter un pays éternellement. Quand on fait la guerre, on le fait pour l'argent, on ne le fait pas pour seulement les principes géostratégiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Ukraine a vu, on estime au bas mot 200 000 morts de sa jeunesse, donc c'est la fine fleur de l'Ukraine qui a disparu, 600 000 morts dans les fourchettes hautes, pour un conflit ingagnable dans lequel on a continué à endormir les Ukrainiens avec des aides qui arrivent au compte-gouttes, avec soi-disant des stratégies de guerre qui seraient efficaces, avec des sanctions économiques qui n'ont pas du tout fonctionné, avec la volonté, ça a été dit par Bruno Le Maire, qui, si lui est économiste, moi je suis le pape Jean-Paul II, prétendait pouvoir mettre à genoux l'économie russe, qui était ridicule. La Russie, il faut le rappeler quand même, est un État-continent qui dispose de toutes les richesses possibles au monde. Des terres rares, des industries militaires lourdes et surtout des alliances très importantes stratégiques avec la Chine qui a contourné effectivement ces sanctions. Sans parler du reste de ce qu'on appelle le Sud global aujourd'hui, qui ne s'est pas du tout solidarisé avec l'Occident, et pour cause. L'Occident leur a apporté que du malheur alors que les Russes non. Donc ça pour dire qu'il y a eu soit une neutralité, soit une action active pour aider les Russes. Mais ce conflit ukrainien est une volonté, ça n'est pas un hasard. Quand les Européens font semblant de négocier pour amener ce qu'on appelle les accords de Minsk, quand ils vont voir les Biélorusses pour leur dire on va essayer de négocier avec la Russie pour qu'il n'y ait pas de tension et de guerre, eh bien les Russes y croient. Sauf que de l'autre côté, les Européens, d'ailleurs, il y a même l'ancien président français Hollande qui s'est trahi dans un piège, il s'est fait avoir dans un piège téléphonique où il expliquait qu'on a gagné du temps. Mais quand on gagne du temps, c'est pour faire quoi? On ne gagne pas du temps pour empêcher la guerre, finalement. On gagne du temps pour fragiliser la Russie et provoquer une guerre. Alors, cette guerre a été provoquée. Les Russes, évidemment, ont répondu à cette provocation sans hésiter. Lorsque Poutine dit on va reconnaître l'indépendance des États, effectivement, de l'Ouest, de l'Est de l'Ukraine, il ne le fait pas par accident. Il le dit simplement pour dire, voilà, puisqu'ils n'ont pas respecté ces accords de Minsk, je rappelle les accords de Minsk très rapidement, parce que c'était évoqué tout à l'heure, le but, c'était d'empêcher la guerre, évidemment, et surtout de fédérer l'Ukraine, de faire en sorte que les entités ukrainiennes, qui soient du est, ouest ou centre, soient des États fédérés relativement indépendants, avec un pouvoir central qui conserverait ce pouvoir ukrainien. Eh bien, ces plans ont été largement battus en brèche. Évidemment, il n'y avait aucune intention de les fédérer. Le but, c'était d'écraser la partie est de l'Ukraine, qui était plutôt russophone ou russe tout simplement, et de dire nous avons une domination de l'Ukraine par les Ukrainiens pro-occidentaux. On observe effectivement que cette domination a grignoté du territoire. On a bien vu que la Russie était plus ou moins attaquée sur toutes ses frontières sud. On l'a vu même récemment encore avec l'histoire de la Géorgie, avec Saakashvili qui s'est littéralement effondré devant les Russes parce qu'ils y ont été très forts. On a vu ce qui s'est passé avec le Kazakhstan, où il a fallu une intervention russe pour empêcher la chute du président kazakh qui est pro-russe. On a vu ce qui s'est passé aussi avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où effectivement les Russes étaient du côté arménien. Et donc, il faut se rappeler que la Russie se sent prise au piège par une offensive occidentale dont le but est effectivement de faire tomber cet ennemi qu'on considérait comme éternel, puisque les Russes sont toujours perçus comme des soviets. Eh bien ça explique effectivement les stratégies d'endiguement, comme disent les Américains, donc d'enfermement d'un territoire pour l'assécher. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump, les Européens qui ont joué les malins parce qu'ils voulaient faire croire aux Ukrainiens qu'il y avait une chance de victoire, ce qui était impossible. Les rapports de force, c'est un rapport de 1 pour 4 au niveau numérique, en termes d'hommes, et surtout en termes de puissance économique. Il n'y a aucune comparaison entre l'Ukraine toute petite, 140 millions d'habitants d'un côté pour la Russie, et une Ukraine qui était à peu près, on va estimer à 40 millions d'habitants, sans parler des 15 millions d'Ukrainiens qui ont pris la fuite. Donc il n'y avait aucune chance de victoire, sachant en plus que la moitié de l'Ukraine était pro-russe. Donc c'est dire qu'on a tenté de faire croire aux Ukrainiens qu'il y avait une chance de victoire, on les a baladés avec des promesses, on leur a promis des avions qui ne sont jamais arrivés, on leur a promis des missiles longue portée qui sont donnés au compte-gouttes, mais surtout on leur a promis que la Russie serait à genoux avant la fin de la guerre sur un plan économique. Tous ces plans ont échoué, et aujourd'hui, Trump qui arrive et qui dit qu'il va régler le conflit en 2 jours, c'est son propos avant les élections,
arrive avec un postulat très simple. Nous n'allons pas perdre d'argent pour les Ukrainiens, parce qu'il sait que pour récupérer l'argent qui a été prêté, il n'y a pas de don, l'Occident ne donne jamais, il prête. Prêté aux Ukrainiens, il faudra 100 ans. Conséquence de quoi l'Ukraine est détruite, sa jeunesse a été ravagée, je parle des hommes, les territoires, une grande partie ont été détruits, la moitié de l'Ukraine industrielle qui appartenait à l'est de l'Ukraine, donc c'est là où il y a les grandes industries, sont confisquées par les Russes. Et l'Ukraine est surendettée, va devoir vendre son blé à bas prix. Des terres qui sont extrêmement riches, parce que très agricoles, vont être cédées aux États-Unis qui sont déjà en place. Et surtout, l'Ukraine est endettée à vie. Donc autant vous dire qu'il y a au moins 4 ou 5 générations d'Ukrainiens qui n'entendront parler que de dette et de travail pour l'étranger. Et la victoire était évidemment impossible, mais ça dès le départ c'était une évidence. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois sur les médias comme RT France ou d'autres, où j'ai expliqué. On a reçu d'ailleurs Jacques Beau à la radio, qui lui-même est très documenté d'ailleurs. C'est effectivement un ancien agent des renseignements suisses, qui est très, très informé puisqu'il parle aux bonnes personnes. Et aucune de ces personnes ne se faisait d'illusions. Les rapports de force sont ce qu'ils sont, les Russes sont surpuissants, les Ukrainiens étaient une petite puissance locale. Et bien à l'arrivée des courses, on a une Russie qui était deuxième puissance militaire, l'Ukraine qui était 40e à l'époque, ils sont montés à 26e parce qu'on a artificiellement monté la puissance militaire ukrainienne, mais c'était juste un petit géant de papier qui s'est effondré très rapidement. Aujourd'hui, les Russes portent leur offensive puissamment, et évidemment, les Européens sont obligés de louvoyer, de faire croire qu'ils voudraient une forme de cessez-le-feu provisoire. Il n'y aura pas de cessez-le-feu provisoire, c'est évident. Les Russes ont porté des attaques très fortes contre l'Ukraine. Quelles que soient les attaques ukrainiennes, c'est fichu. Et surtout, ils essaient de sauver la face, vous avez bien fait de le dire, mais on ne peut pas sauver la face sur une défaite annoncée. Je veux dire, c'est comme les nazis qui vont essayer de contrer les soviets à l'époque à leurs frontières en espérant renverser la table en s'associant avec les Occidentaux. Les nazis perdent. Et bien là, c'est pareil. En moins grave, et tout de même, les Ukrainiens vont être les grands perdants de la partie, les Européens vont être un peu humiliés, mais enfin l'humiliation, c'est pas tellement ils n'ont pas tellement sens de l'honneur, ça ne les dérange pas. Quant aux Américains, ils ont l'excuse d'un Trump qui arrive aux commandes et qui ne veut pas entendre parler de cette guerre. Donc dès que Trump sera là en place, il va être très difficile aux Européens qui ont déjà peu de moyens pour produire suffisamment d'industrie pour aider l'Ukraine, très difficile aux Européens de maintenir ce soutien délirant d'un État qui est en faillite économique, d'un État qui est un des pires États corrompus de la Terre, et surtout d'un État dont la moitié de la population, il faut le rappeler, c'est important, est favorable aux Russes. C'est pas l'Afghanistan, on n'est pas dans un territoire où tout le monde était anti-russe. Là, vraiment, la moitié lui est favorable, preuve en est. En 3 ans quasiment de conflit, vous n'avez jamais entendu parler de 5e colonne à l'Est, jamais entendu parler de groupes de résistance de la région du Donbass, loin s'en faut. Ils alimentent à fond l'armée russe, avec des soutiens d'autres pays, on le sait aujourd'hui. Mais une chose est certaine, aujourd'hui, l'Ukraine, malheureusement, est le grand perdant de la partie. Les Européens sont les grands imbéciles de la partie, parce qu'ils ont travaillé avec l'Amérique de Biden. Biden dit bye-bye et tant mieux. Et Trump, qui va arriver aux commandes, va siffler la fin de la récréation. Donc il est évident que cette volonté de vouloir louvoyer, faire croire qu'il va cesser le feu est complètement ridicule. Aujourd'hui, on s'achemine lentement mais sûrement vers une victoire totale de la Russie, qui aura peut-être la grandeur d'âne de laisser une partie de l'Ukraine sans occupation militaire, ce que je souhaite aussi, mais qui évidemment ne reculera sur aucun des principes, ni sur la Crimée, ni sur la base de Sébastopol, et encore moins, évidemment, sur les États ukrainiens qui se sont rattachés à la Russie. Aujourd'hui, l'Ukraine de l'Est, au-delà, effectivement, du Dniepr, l'Ukraine de l'Est est devenue russe, définitivement. À vous entendre parler, Gamal Abina, on a clairement l'impression que vous partagez cette idée selon laquelle ces propositions de cesser le feu de la part des pays de l'Occident seraient tout simplement des stratagèmes qui viseraient à gagner une fois de plus du temps, comme cela s'était passé avec les accords de Minsk. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, a déclaré que la Russie ne se contentera pas seulement d'un cessez-le-feu, estimant que c'était de grossières manœuvres de la part justement de ces États, notamment de la France. Quelle est votre grille de lecture ? Oui, tout à fait, vous avez raison de souligner qu'on ne peut pas faire confiance aux Occidentaux, c'est un principe, une signature en Occident, c'est autant dire c'est rien. Il faut d'abord, ça prouve d'ailleurs le sens de l'honneur qu'ils n'ont pas. D'abord, à l'époque, quand on se donnait une parole, on la tenait. La parole chez eux ne veut rien dire. Il leur faut le document signé. Et maintenant, même quand on signe un document avec un occidental, il faut s'attendre toujours à un coup de couteau dans le dos. Les Russes ont parfaitement compris que l'honneur n'est pas leur truc. Ils ont parfaitement compris qu'on ne peut pas leur faire confiance sur du papier parce qu'ils ont manœuvré en 2014 avec ces accords de paix qui étaient en vérité un leurre. Mais une chose est certaine aujourd'hui, le rapport de force est favorable à la Russie, c'est évident. L'économie se porte très bien, elle est même en surchauffe, et est favorable à la Russie dans la mesure où ils ont gagné la guerre sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont pris le temps de faire le travail, parce qu'ils ne voulaient pas tout raser, évidemment, ils ne voulaient pas s'aliéner la population ukrainienne, mais tout de même, ils voient bien que d'un côté, quand on voit les questions palestiniennes, l'Europe met le paquet pour faire semblant de ne pas voir les crimes perpétrés par l'entité génocidaire, et de l'autre côté, en Ukraine, où on a à peu près une dizaine de milliers de morts civils, eh bien on fait monter la sauce à chaque fois en faisant croire que les Russes sont les pires des monstres, alors qu'en vérité,
En soi, on voit bien que ça reste une guerre, mais une guerre est horrible quoi qu'il arrive, mais une guerre quand même maîtrisée, ils n'ont pas rasé le territoire. Et donc c'est vrai que de faire confiance en la signature de gens qui n'ont aucune parole, rappelons tout de même que Minsk c'était quand même un paraphe à la fois de l'OSCE, de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, des pays qui ont quand même un poids en Europe qui n'est pas négligeable. Et bien avoir la photo d'ailleurs de ces accords qui étaient mensongers, plus de l'autre côté le président biélorusse, on voit bien que ces gens-là n'ont aucune parole, ils ne valent rien. Donc les Russes ont compris cela. S'ils demandent maintenant un cessez-le-feu, c'est même pas un cessez-le-feu, ils veulent la fin de la guerre. Et leur dit nous serons gentils, on va négocier avec vous, mais par contre il nous faut des garanties solides. Donc pas d'Ukraine dans l'Europe, pas d'Ukraine dans l'OTAN, démilitarisation de l'Ukraine, liquidation de tout ce qui reste des forces qu'on a appelées néo-nazis parce qu'elles sont littéralement néo-nazis, et surtout que vous teniez votre parole, sinon la guerre sera réouverte et pire encore. C'est-à-dire que le rapport aujourd'hui, c'est de dire que si vous continuez, l'Ukraine n'existera plus. Malheureusement pour les Ukrainiens qui ont cru aux paroles des Occidentaux, ils se sont bercés d'illusions. J'imagine ces mamans éplorées qui voient leur enfant mourir sur le front ou qui voient leur enfant même enlevé dans la rue pour alimenter cette guerre inutile. J'imagine ceux qui sont partis à Koursk pour se faire massacrer parce qu'il n'y a aucune chance de victoire. J'ai entendu un documentaire récemment qui en parlait très bien avec un ancien de Koursk qui a dit « on est livrés à nous-mêmes ». J'imagine le désœuvrement de la population ukrainienne qui ne comprend plus ce qui se passe. Et une chose est certaine, on ne peut pas faire confiance aux Occidentaux parce que leur parole ne vaut rien. C'est un principe fondamental. Lorsqu'ils s'engagent à dire quelque chose, même avec un document écrit, on l'a vu avec Trump par rapport à l'Iran, il y a quand même des accords qui avaient été signés et pour autant il est revenu dessus. Donc les Russes le savent, connaissent l'Occident, connaissent les paroles des Occidentaux et préfèrent des rapports de force favorables à leur position actuelle plutôt qu'une parole donnée à la légère comme en 2014 qui ne vaut pas grand-chose. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses à attendre de l'Occident si ce n'est un rapport de force rééquilibré. D'accord. Alors, professeur Taprik Bera, je vais me retourner vers vous à présent. Lorsqu'on parle de ce conflit en Ukraine, d'aucuns ont souvent tendance à se limiter justement à ce que l'on voit, notamment ce conflit armé-là, ces affrontements armés. Mais il y a également la question des matières premières. On le dit pas peut-être souvent, assez souvent, mais l'Ukraine est un pays plutôt bien doté en ce qui concerne les matières premières. Et on sait de ce qu'on sait en tout cas, sont des matières premières qui, pour la plupart jusqu'ici, notamment le gaz, étaient exploitées par les États-Unis et également l'Union européenne. Est-ce que derrière ce désir justement-là de rester sur un cessez-le-feu, question de gagner du temps, est-ce que cela ne serait pas justifié justement par ce désir-là d'absolument reprendre le contrôle de ces exploitations de gaz et autres? Bien, il n'y a pas longtemps que, bon, je pense il y a 2 semaines, lorsque le président Macron a organisé cette histoire sur Notre-Dame et qu'il avait invité, en fait, pour créer, je vais dire, colmater un peu les brèches, des nombreuses bêtises qu'il avait faites entre le président Trump et le président Zelensky. C'était donc à cette occasion. Zelensky avait fait une proposition qui paraissait un peu pour certains surréaliste, mais Zelensky, il est cohérent. C'est-à-dire, moi, c'est un monsieur, je ne sais pas que je l'apprécie, mais il est cohérent. En fait, dans ce qu'il voulait dire, c'est que comme vous m'avez poussé à ce que j'aille jusqu'au bout, il faut qu'on aille jusqu'au bout. S'il y a, excusez-moi d'expression, s'il y a de la merde, on doit tous être capable de faire de la merde. Quelle était sa proposition? Il dit, dans un premier temps, on va déjà, dans un premier temps, s'arrêter à ce qui est là, donc la question du cessez-le-feu, demander aux troupes occidentales de l'OTAN de venir servir comme des troupes intermédiaires entre eux, et puis après, de manière politique, ils vont récupérer l'autre partie du territoire. Il le dit. Pourquoi il le dit? Puisque quand il parle d'entrer dans l'OTAN, on lui fait miroiter en disant non, vous n'êtes pas encore prêt, vu que vous êtes en guerre, et ainsi de suite. Donc lui, il s'est dit, bon, puisque vous m'avez demandé à plusieurs reprises de ne pas accepter les accords, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit le 24, l'opération a commencé, le 24 février, le lendemain, Zelensky voulait signer. C'est l'Union européenne qui est venue avec un paquet d'argent, dit non, il faut continuer. En mars 2023, cette fois-ci, c'était l'ancien Premier ministre anglais, Boris Johnson, et des émissaires, américains, de M. Biden, qui sont venus et qui ont demandé à Zelensky de ne pas signer les accords de ce qui était établi depuis la Turquie. Donc, voilà un peu une situation dans laquelle que lui sait comment ça se passe, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est exigeant
quand il demande toujours de donner. Puisque vous m'avez dit d'aller à la guerre, je l'ai fait pour vous, je n'ai pas continué de me sacrifier, et vous soyez à l'aise. Donc, il y a cet état de fait qui est là et qui fait que cette histoire-là, c'est une réalité. Maintenant, l'autre question que vous avez posée, la question en ce qui concerne les ressources, dont tout à l'heure mon frère Kamel Abina en a parlé, il y a une vidéo qui est virale, qui est sortie. Il y a un sénateur américain, je ne sais pas si c'est un sénateur ou un congressiste, qui l'a dit. On l'a interrogé, c'était en anglais, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, mais c'était traduit. Il dit, comment pouvez-vous imaginer que, parce que c'est comme ça, moi j'ai appris que l'Ukraine était un pays riche. C'est-à-dire, quand vous prenez des pays les plus riches en Europe, vous avez donc la Russie, ensuite vous avez l'Ukraine, et le reste, c'est vraiment, je me débrouille. C'est pas comme en Afrique, où n'importe quel territoire africain, tout le monde est pratiquement riche. En Europe, c'est une difficulté. Donc, il dit, comment pouvez-vous imaginer que Poutine puisse récupérer l'Ukraine et lui et ses amis chinois vont se partager ce magot-là? C'est impensable. Donc, nous, on doit aller. Je parle d'un congressiste américain qui l'a dit. La vidéo, on peut la trouver à tout moment. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, comme vous l'avez relevé, c'est que l'aspect économique, il n'y a rien au hasard, il n'y a rien qui se fait au hasard. Tout est lié. Tout est lié. Nous avons parlé tout à l'heure de, comment on appelle, des accords de Minsk 2. Mais ça fait partie d'une résolution. Je crois la résolution 2202 de l'ONU. Et dans cette résolution, la France et l'Allemagne se sont portés garants, ces deux pays sont portés garants de pouvoir conduire cette résolution, qui était d'arriver à une forme de fédéralisme, qu'on abroge la loi qui avait été prise depuis là, qui permettait à ce que ces populations ne puissent pas jouir de leur autonomie. C'est normal. On ne dit pas forcément que ce soit la langue nationale, mais à côté de cette langue, la langue, comme on appelle, ukrainienne, les gens puissent parler leur langue dans l'administration. Ce n'est pas interdit. Mais non, de facto, on voulait supprimer cela. Et on sait qu'en Occident, on est très frileux. Quand c'est comme ça, on va trouver un nom, c'est la xénophobie, c'est ainsi de suite. Les minorités, en Russie, en Ukraine, les minorités, on peut les brimer. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez un monsieur comme Viktor Orban, qui n'a jamais pris la même décision, ou bien qui n'a pas été dans la même vision que l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'il y a une minorité roumaine qui est, comment on appelle, en Ukraine. Et ceux-là, à partir de cette loi-là, dont j'ai parlé tout à l'heure depuis 2014, cette loi aussi les brimait. C'est-à-dire que cette minorité qui est roumaine, elle aussi, elle est mise, je vais dire, dans toute forme des hommes de deuxième main. Vous voyez, donc lui ne peut pas accepter cela. Il y a aussi une partie des Polonais. Ici, véritablement, la question que vous avez posée est une question qui est très très importante, d'autant plus que, comme on l'a dit, tout ce que nous voyons, ce n'est pas quelque chose de sain. C'est pas quelque chose de sain, c'est quelque chose qui a été orchestré, qui a été préparé et qui a un objectif bien précis. On veut s'approprier les terres de ce pays-là. Déjà même, si on veut s'approprier, cela est fait. Puisque n'oubliez pas, il y a l'affaire qui est encore pendant, l'affaire du fils de Biden, Hunter Biden. Hunter Biden était quoi? Dans une société, comment on appelle, ukrainienne. Et l'objectif, c'était évidemment, donc quand on a saisi, enfin, quand il a oublié son ordinateur et qui malheureusement a été envoyé au FBI, on s'est rendu compte que son papa même serait impliqué parce qu'il parle du Big Boss. Le Big Boss, c'était qui? Donc il y a une forme de corruption. Donc c'est une affaire qui n'est pas une affaire simple, mais en réalité on veut présenter la situation, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, comme la situation d'un individu du nom de M. Poutine, qui a des velléités. C'est d'ailleurs le message qu'on essaie de propager en disant que, bon, dans la même vision que Hitler qui veut s'agrandir, donc Poutine, il va prendre l'Ukraine, après l'Ukraine, ce sera les autres pays européens. Donc ici, les populations sont conditionnées. Quand vous discutez avec les populations, 10 personnes, je veux dire, si vous prenez 10 personnes, peut-être il peut y avoir une personne qui va avoir du recul. Mais sinon, la plupart, non, Poutine c'est un fou, il veut faire, ça nous rappelle ce que Hitler a fait. On oublie deux choses différentes. C'est ça qui est intéressant. Lorsque Hitler envahit la Pologne, les populations qui sont là-bas, une bonne partie est une population qui était d'origine en griffe, bien peut-être
d'obédience, un peu comme ça se passe, qui était d'obédience, comment on appelle, allemande. Donc, ce qui veut dire que c'est une population qui était favorable, un peu comme ce qui s'est passé dans le Donbass. Or, aujourd'hui, si vous imaginez un instant que M. Poutine décide, après l'Ukraine, d'attaquer même la Pologne, mais il va se retrouver avec une population qui ne lui est pas favorable. Plus il continue, plus vous avez des populations qui ne sont pas favorables. Quel serait l'objectif? Et donc, quand on fait le parallèle, c'est d'ailleurs ce dont j'ai parlé dans ce livre que vous voyez derrière. Parce que la guerre de 1900, c'est ça aussi la question de la communication et de la désinformation. La guerre de 1900, comment on appelle, 39-45, on ne dit jamais la vérité. Je rappelle à toute fin utile, nous, notre objectif, ce n'est pas d'incriminer qui que ce soit. C'est que c'est la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre à Hitler. Je répète, c'est la France et l'Angleterre qui ont déclaré en faisant un ultimatum à Hitler. Pour lui dire que sur le 3 septembre 1939, les troupes allemandes ne quittaient pas la Pologne, eux, ils allaient faire la guerre. Ça, c'est un fait historique. Je l'ai dit dans mon livre. Et puis, lorsque le dimanche 3, ça s'est fait, les troupes allemandes n'ont pas quitté. Le problème, ce n'est pas est-ce qu'ils ont bien fait ou n'ont pas bien fait. Je pense que c'est notre jugement de valeur ou bien que je ne veux pas. Parce que si, moi, j'ai mon avis dessus. Si c'était ça, pourquoi en 1935, lorsque l'Éthiopie était membre de la SDN, la Société des Nations, et qu'elle a été envahie par l'Italie, la France et l'Angleterre se sont abstenus. Pourquoi? Ou bien parce que c'est un État africain. Vous voyez? Donc, nous aussi, on peut dire, ben, pourquoi en 1935, lorsque l'Éthiopie est envahie, la France et l'Angleterre, qui sont membres de la SDN, ne sont pas intervenus pour dégager. Ils ont plutôt demandé à, comme on appelle, au président Haïlé Sélassié de venir en exil, et il était en exil à Londres. Mais par contre, 3 ans après, non, 4 ans après, en 1939, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Et le lendemain matin, le dimanche 3 septembre 1939, lorsque les troupes allemandes n'ont pas quitté le territoire hollandais, ce sont les soldats français qui ont été les premiers à entrer dans le Sahara. C'est expliqué dans mon livre. Je ne demande pas la publicité pourquoi les gens le payent, mais ce sont eux qui ont commencé à attaquer. Ce sont les soldats français qui ont été les premiers à rentrer. Et ils ont été bloqués par l'armée hitlérienne. Et tout maintenant, il y a eu le mouvement inverse jusqu'à ce qu'ils viennent, comme on appelle, vaincre les Français. Ce n'est pas le même style ici, en réalité. Ce n'est pas le même style, parce que ce qui s'est passé, qu'on continue d'expliquer, c'est que ici, il y a eu les accords, je vous ai dit, ça fait l'objet d'une résolution. Mais en réalité, c'était, la provocation. Deuxièmement, c'était l'extension de l'OTAN, parce que l'objectif derrière, on l'a cité, des éléments de référence, que ce soit moi ou bien mon frère Gamel Abina, on vous a dit déjà il fallait démanteler la Fédération de Russie. Ça a été dit depuis 1996. Vous voyez, parce que les États-Unis se sont mis comme étant cette puissance. Depuis la tombée du mur de Berlin, ils sont les meilleurs. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il y avait un paradigme qui a été développé. La question aujourd'hui, c'est qu'on met. C'est d'ailleurs pour ça que quand comment on appelle, il y a la situation en Gaza, on dit qu'on ne peut pas poursuivre M. Benjamin Netanyahu parce qu'il a été élu démocratiquement et puis c'est un État démocrate. Rappelez-vous de ce monsieur-là, son nom m'échappe, celui qui avait écrit les guerres des civilisations. Je ne sais pas, mon frère Gamel Abina, tu peux m'aider. Les guerres des civilisations, son nom m'échappe. Samuel Huntington. Comment? Samuel Huntington. Voilà, Samuel Huntington. Voilà, celui qui a écrit. Donc, ça veut dire que c'est une idéologie qui a été montée de toutes pièces et qui a demandé, en fait, d'opposer d'un côté ceux qui sont dans l'obscurité, c'est-à-dire la grande population du monde, et vous avez de l'autre côté les populations occidentales qui, eux, sont la démocratie. C'est le même registre qu'on impose souvent en Afrique. Hein. Donc, rien n'est fait au hasard, ne croyez pas. C'est comme ça qu'on va créer des structures, des ONG qui vont venir et qui vont être déterminantes. Je vous ai dit que toute structure créée par l'Occident est fille de son époque. Rien ne se fait au hasard. Comment se fait-il que de Nuremberg, c'est en 2002 qu'on crée la Cour pénale internationale? Rien n'a fait. Tout ça, c'était pour accompagner le processus. Tout ça. Donc vous avez d'un côté les gens qui sont à la lumière, qui sont élus démocratiquement, qui peuvent tuer. Hein? On l'a vu, hein? Benjamin Netanyahu peut aller en France parce qu'il fait partie d'un gars qui a été élu démocratiquement et qui bénéficie de ce que j'appelle de l'onction, hein, de l'onction bénie des démocrates.
On ne peut même pas imaginer qu'un démocrate, un gars élu démocratiquement peut tuer. Pourtant, on a vu Barack Obama faire ce qu'il a fait avec Tony Blair, ce qu'ils ont fait d'abord, comment on appelle, en Libye. Mais ils l'ont fait, c'était normal. Et quand vous voyez le jugement, excusez-moi si je passe du coq à l'âne, quand vous voyez M. Nicolas Sarkozy, on l'accuse parce qu'il a seulement touché l'argent d'un dictateur. Sinon, il peut tuer le dictateur, il n'y a pas de problème. Si Nicolas Sarkozy n'avait pas touché l'argent, ce qu'il a fait merveilleux. On peut se permettre de tuer un dictateur. Mais toucher l'argent d'un dictateur est plus grave que le tuer. Vous voyez, je ne caricature pas, c'est une réalité. Nicolas Sarkozy n'a pas été jugé parce qu'il a envoyé des troupes de l'OTAN avec lui pour attaquer ce pays, pour le détruire. Ça, c'est normal, il a bien fait. Mais simplement parce qu'il a touché l'argent d'un dictateur. Un dictateur, on ne doit pas toucher son argent. Son argent est plus important. Vous voyez la vision, je veux dire, le paradigme dans lequel nous sommes. Donc, tout ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on est... Et quand le président Poutine parle des choses, parce que la question des Slaves, et ça aussi, tout à l'heure, mon frère Gamel Abidjan l'a dit, parce que n'oubliez pas que l'esclavage, quand on dit esclave, ça vient du mot slave. Je reprends, le mot esclave vient du mot slave, slave, slavus. Depuis, tout à l'heure, je vous montrerai un bouquin, depuis avant même que les Africains, les nègres, ne soient mis en esclavage, les premières populations à être mises en esclavage, ce qu'on dit, ça dit perdre sa dignité d'humain là, ce sont les Slaves. Vous allez aujourd'hui à Venise, vous avez le port des Slaves. Quand vous entendez un Italien qui s'appelle Slavoni, Slovaquie, ça dit, il est fils d'esclave. Ça s'est passé du 8e siècle jusqu'au 18e siècle en Europe. Donc, vendre les Slaves, c'était partie des traditions. Et d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, si vous lisez bien, à l'époque, il y avait au niveau de l'Empire ottoman, les Ottomans, qui étaient, enfin, ce qu'on appelle une partie aujourd'hui, la Turquie, on vendait donc, c'est là l'idée des femmes blondes, on vendait donc les femmes blondes dans à des Arabes, à des Turcs, etc. C'était normal qu'il y ait des Arabes. Donc la question aussi, cette question-là est sous-jacente dans cette histoire. C'est-à-dire que dans l'Ukraine, il y avait des bons qui étaient des vrais, qui étaient près de l'Occident, et vous avez des sous-hommes à qui on doit dénier le fait d'être des humains au même titre. Donc tout ça est dans cette situation. Voilà un peu pourquoi nous qui sommes africains, nous qui sommes mis aussi au même banc que les autres, nous nous révoltons. Parce que ce qui s'est passé, c'est que véritablement, les gens ont toujours cette habitude de nous présenter une situation qui ressemble à vraiment un château, mais le fond, on ne veut pas l'expliquer. Et là, je vous conseille un monsieur, un Belge que j'aime bien, Michel Collomb, qui a parlé quels sont ce qu'on appelle les éléments utilisés pour faire des guerres. Et là, vous comprenez que effectivement, quand vous avez les chaînes qui sont françaises, que les gens écoutent, qui nous abreuvent de mensonges, parce que si on écoutait sur ces chaînes-là, aujourd'hui, il y a longtemps, les Russes fuient, il n'y a rien. Et vous entendez ici, à gauche, à droite, les gens ne font pas des analyses réelles qui reposent sur des éléments. Et ceux qui sont capables d'apporter des informations, on les met de côté. Je vous ai cité, et tout à l'heure, mon frère Gamel Abidjan aussi, il a dit la même chose. Je pense que sur cette chaîne, vous l'avez appelé M. Baud, il est venu expliquer des choses. C'est un monsieur qui s'y connaît. Mais sur ces chaînes-là, on est dans la désinformation, on est dans la propagande, et c'est dangereux. Donc, au risque de me répéter, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question en allant un peu à gauche, à droite. Voilà ce que je tenais à dire par rapport à cette question. D'accord, professeur Papé Groubeira. On va rester sur cette question, mais cette fois avec vous, Gamal Abina. Lorsqu'on parle de matières premières en Ukraine, on le dit, beaucoup de médias le disent, beaucoup d'experts le disent, l'Ukraine disposerait des réserves de gaz les plus importantes de l'Europe, bien sûr après la Russie. Également, l'Ukraine, selon les services de géologie ukrainiens, ce sont des gisements considérables estimés à une valeur d'environ 7500 milliards de dollars. Lorsqu'on parle également de l'Ukraine, on parle de
d'à peu près 8761 gisements de métaux critiques recensés en 2021. Une richesse énorme, et il faut préciser, Gamal Abina, que ces gisements, notamment en ce qui concerne en tout cas le gaz, sont exploités par des sociétés telles que ExxonMobil, des sociétés telles que EDF, des sociétés telles que Eni, qui sont pour la plupart des sociétés soit australiennes, soit états-uniennes, soit européennes. Clairement, on a l'impression que aujourd'hui, il y a une volonté réelle de la part de ces pays occidentaux-là de garder le contrôle sur ces matières premières-là plutôt que de perdre la face. Gamal Abina. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est effectivement de tirer un avantage énorme. C'est-à-dire qu'on a alimenté une guerre, on a alimenté en armes, en dette financière. Donc la possibilité, effectivement, de pouvoir avoir le contrôle des richesses. Quand un pays est débiteur, quand il a une dette vis-à-vis de ceux qui l'ont soi-disant aidé, eh bien, il est obligé de se plier aux ordres de celui qui décide. Et celui qui décide, c'est celui qui a la possession de la dette. Donc c'est vrai que ces gisements, il y en a plusieurs, mais c'est pas étonnant. En dehors des terres rares, effectivement, vous avez évoqué, qui sont très présentes en Russie, donc en Ukraine, de fait, en dehors du gaz et du pétrole supposé, même si ça va être exploité, en dehors même de ces fameuses terres noires, qui sont les terres les plus fertiles au monde, c'est pas seulement d'Europe, eh bien, les Ukrainiens ont donné non seulement leur jeunesse, mais en plus, ils ont donné leur avenir entre les mains de l'Occident. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a une dette comme celle-là, je vais revenir sur un pays qui a été martyr aussi, qui a été martyr de la France, qui est Haïti, dont M. Macron a osé traiter les dirigeants de cons, ce qui est quand même extrêmement grave, et ça prouve qu'il n'a aucun sens de l'histoire. Haïti, en 1804, se libère de la colonisation française en écrasant les troupes du dictateur Napoléon par un chef de guerre qui s'appelait Toussaint Louverture. Et donc, ils vont mettre au tapis 30 000 soldats, ce qui fragilisera la force napoléonienne de cette fameuse grande armée de 600 000 hommes. Ils perdent quasiment 5% de cette armée. Ça aura des conséquences en Russie. Mais quoi qu'il en soit, cet État qui va devenir indépendant, c'est le premier État libéré, noir, indépendant dans les Caraïbes, eh bien, il sera sous pression de l'Espagne, évidemment, de la France, ça va de soi, et des États-Unis. Parce que d'un côté, les Français, c'est le prestige qui est perdu. De l'autre côté, les Espagnols sont inquiets parce qu'ils ne veulent pas que cette route commerciale soit en possession de Noirs, qu'ils considèrent comme des sous-hommes. Et le troisième aspect, les États-Unis, parce qu'ils pratiquent l'esclavage là-bas et qu'ils n'ont pas envie d'entendre parler de Noirs émancipés. Eh bien, tout le monde a intérêt à écraser Haïti, qui finira par être surendetté. Donc, on y va avec une négociation avec le roi de France qui dira, voilà, on ne vous envahit pas, mais vous payez. Et ils ont payé jusqu'en 2000, ce qui est pas rien. Une dette abyssale. L'Ukraine, c'est pareil. Ils sont endettés parce qu'ils sont engagés dans une guerre qu'on les a encouragés à faire. Cette guerre leur coûte très cher et on sait qu'il y a des ressources. Je donne un exemple très concret. Vous prenez par exemple un autre pays qui a subi les mêmes relations avec la Russie. Je parle donc de Saakashvili avec son pays qu'il a cru être une puissance soutenue par l'Occident. Eh bien, quand l'Arménie commence à être en rupture avec la Russie va affronter l'Arménie pour les questions de l'Ossétie du Nord, donc c'est le nord de l'Arménie. C'est exactement le pendant ukrainien. Ossétie du Nord, russophone, les Russes interviennent, écrasent l'armée de Saakashvili, qui ne sera pas aidée par l'Occident. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de richesse en Arménie. C'est pas intéressant de parier sur un titre qui de toute façon va perdre. Donc pas de richesse, pas d'endettement, aucun intérêt. En Ukraine, c'est rentable. D'abord, l'Ukraine a toujours été un nœud par rapport à la question russe et occidentale. Ensuite, parce que c'est un pays riche, on le sait déjà, riche en ressources, je veux dire. Et surtout parce que les Ukrainiens, quand ils sont redevables, ils sont obligés de payer. Donc là, aujourd'hui, effectivement, l'Occident ne fait pas la guerre pour des questions de principe, on n'y croit pas une seconde. Sinon, ils auraient aidé, effectivement, l'Arménie, ils ne l'ont pas fait. Sinon, ils auraient empêché le massacre à Gaza, ils ne le font pas. Non, l'Ukraine fait la guerre pour des... l'Occident fait la guerre en Ukraine, avec des soldats ukrainiens et un armement de faible qualité occidentale. Ils se débarrassent de leur vieille mécanique. Les Français se sont débarrassés des chars AMX qui auraient dû être jetés à la ferraille. Donc vous imaginez, ils vendent de la ferraille qui va être détruite rapidement sur le champ de bataille, mais qui va générer une facture, une dette. Eh bien, ils le font parce qu'ils savent que l'Ukraine est très rentable en termes d'exploitation minière, gazière, pétrolière, parce que c'est un hub qui va se mettre en place, et surtout parce que l'Ukraine, malgré tout, reste une zone tampon. C'est-à-dire que ce sera la zone tampon entre l'Occident et l'Orient. Donc, l'Orient, c'est les Russes. Et donc, cette Europe occidentale a fait un pari gagnant, une guerre perdue, mais c'est pas grave. Ce qui est gagnant, c'est quoi ? C'est l'argent, la dette. Or, on négocie aujourd'hui beaucoup de dettes à travers le monde. La dette est une valeur, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas seulement avec de l'argent, on négocie avec la dette des pays ou des pays qui sont surendettés ou des pays qui sont obligés, en l'occurrence, puisque la dette, c'est une obligation à être remboursée. Donc, c'est vrai que la question de l'honneur occidental, moi je rigole parce qu'il n'est pas vraiment présent. Un jour, ils vous disent un truc, le lendemain, ils disent autre chose. Ils ne sont pas gênés aux encablures. Mais le grand perdant, encore une fois, et je le déplore, parce que moi, je suis toujours contre les guerres, c'est l'Ukraine. L'Ukraine a été instrumentalisée, on l'a poussée, elle a voulu y croire.
Zelensky, qui n'est pas un politique, c'est un clown. Faut pas oublier d'où il vient ce rigolo. Quand on voit la photo ridicule avec sa pauvre tenue kaki militaire, et il se prend pour un militaire alors qu'il n'a jamais fait l'armée, c'est une plaisanterie. Mais Zelensky était l'idiot utile. Il servait à quelque chose. Il servait les intérêts étrangers, pas à sa population. Eh bien, lui, il va s'en sortir certainement, peut-être ou pas, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que sa population ne s'en sortira jamais. Et donc, aujourd'hui, penser autrement que retour sur investissement pour un Occident qui a poussé à la guerre, qui est un pays qui est redevable et qui a les moyens de rembourser par ses richesses naturelles, c'était un bon pari de l'Occident. Une guerre qui durera 2 ans, 3 ans maintenant, 3e année, mais ça ne durera pas plus. Une guerre qui n'avait aucune chance de victoire parce que l'Ukraine n'a jamais eu de ce qu'on appelle la couverture aérienne, n'avait pas l'avion pour faire face à l'aviation russe, n'avait pas l'avion pour faire face aux drones, n'avait pas de système de défense anti-aérien ou très peu. Et surtout l'Ukraine, malheureusement, c'est un tapis de bombes sur les forces ukrainiennes qui ont eu la mauvaise idée de s'aventurer sur le territoire russe. Ce même tapis de bombes qu'avait trouvé à l'époque le régiment Azov, du nom de la guerre de la mer qui sépare la Russie de l'Ukraine. Et ce régiment Azov néo-nazi qui a fini dans l'usine, on se souvient bien de la façon dont ils ont été liquidés. Donc c'est vrai que, qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce malheureux conflit ? D'abord, c'est que ça profite toujours à l'Occident, c'est toujours les grands gagnants, surtout les États-Unis d'ailleurs. Ensuite, que de toute façon, tout va revenir dans l'ordre parce que les grands vainqueurs, en règle générale, que ce soit les Russes ou les Occidentaux, se mettront d'accord et que les grands perdants seront les Ukrainiens, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que celui qui voit les bombes sur son territoire sera toujours le grand perdant. J'en veux pour preuve la Seconde Guerre mondiale. Le grand et l'unique vainqueur de la Seconde Guerre mondiale qui n'a pas gagné sur le champ de bataille, il faut être très clair, mais qui a gagné sur le plan économique, sont les États-Unis. Le New Deal était un échec, ou un semi-échec. La Seconde Guerre mondiale a permis aux États-Unis de devenir une grande puissance mondiale hégémonique. C'est ça qui fait la différence. Les États-Unis sont toujours les grands vainqueurs. Là, c'est moins vrai quand même, parce qu'il y a un recul de la puissance hégémonique américaine, l'hyperpuissance, comme le disait Hubert Védrine, mais ça reste quand même les États-Unis qui sont toujours ceux qui tirent les marrons du feu, ceux qui présentent la facture à la fin. Je rappelle encore une fois que la Seconde Guerre mondiale, c'était alors évoqué, a généré une des plus grandes dettes de l'histoire de l'humanité, qu'on a appelé un plan Marshall, qui est présenté comme une forme de soutien américain à l'Europe, mais qui n'était pas un soutien. C'était une façon d'empêcher les Russes et les Soviétiques de rentrer en Europe, d'empêcher les communistes de remporter la victoire, mais surtout d'endetter l'Europe jusqu'aux années 2000. C'est ça, l'Amérique. Elle vit sur le dos du reste du monde, toujours, génère des guerres tout le temps et tire ses marrons du feu. Les 2 échecs qu'elle a essuyés, réellement des échecs cuisants qu'elle a connus, c'est l'Afghanistan récemment et un petit peu avant, le Vietnam, où ils n'ont rien gagné. Mais c'est les 2 seules fois où l'Amérique engagée directement sur le terrain de d'opération n'est pas gagnante. Sinon, tout le reste du temps, les États-Unis ont toujours été les grands vainqueurs des guerres, et malheureusement, c'est sur le dos des populations civiles et des États. D'accord. Professeur Tapé Grubera, je vais me retourner vers vous. On va à présent en parler de cette position de la Russie, notamment à travers son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a déclaré, je le disais tout à l'heure, lorsque je posais une question tout à l'heure, la question tout à l'heure à Gamal Abina, qui a déclaré que la Russie ne se contentera pas d'un simple cessez-le-feu dans le cadre justement de la résolution du conflit avec l'Ukraine. Pourquoi, selon vous, professeur Tapé Grubera, aujourd'hui, la Russie considère qu'un cessez-le-feu seul ne peut garantir une sécurité durable? Il y a un proverbe ivoirien qui dit « Premier gaou n'est pas gaou, c'est le deuxième qui est nata ». Pour traduire pour tout le monde, ça veut dire que une première fois que tu acceptes une situation et que tu laisses récidiver la même situation, que si tu n'es plus, c'est pas que tu t'es trompé, c'est que tu es un idiot. On a parlé ici, que ce soit moi ou Kamel Abina, on a parlé ici des accords de Minsk. Je vous ai dit que les accords de Minsk 2 qui ont fait l'objet d'une résolution. Et puis bizarrement, on a entendu que ce soit l'ancienne chancelière Angela Merkel ou l'ancien président François Hollande, qui eux-mêmes, François Hollande, lui, c'était tellement risible parce qu'il y a eu 2 Russes qui sont fait passer pour M. Prorenko, et où il a avoué véritablement c'était pour avoir du temps. Donc, vous comprenez que, évidemment, dans cette situation où nous sommes, si les Russes qui, à l'époque, pensaient la bonne foi des Européens, notamment de la France et de l'Allemagne, des dirigeants français et allemands, et qui pensaient que ça allait être une occasion pour que ce qui s'est passé dans le Donbass, parce qu'on ne le dit jamais assez, c'est que lorsque la situation a commencé en 2014 et qu'il y a eu un référendum,
les populations du Donbass ont demandé à intégrer, déjà depuis 2014-2015, intégrer la Russie. Ce que Poutine a refusé. Parce que Poutine, on parle aujourd'hui de 2015, Poutine depuis déjà 2014-2015, on pourrait même dire, bon, comme ces populations sont martyrisées, je les accepte. Mais il a refusé. Il voulait que, effectivement, et il a même écrit un article, je pense, la date m'échappe, où il dit que comment est-ce qu'il voit un avenir meilleur entre les Ukrainiens et les Russes. Donc, pour dire quelque part qu'il était tellement dans une vision de croire que les présidents, les Occidentaux qui sont là, allaient tout faire pour que l'Ukraine retrouve son unité et que la question du fédéralisme soit au cœur même des préoccupations de ces pays-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont dit que, bien évidemment, que c'était pour que l'Ukraine, enfin, les puissances, enfin, l'armée ou bien les autorités ukrainiennes puissent gagner du temps pour s'armer. Et je vous l'ai dit que le 15 au 16 février, il y a eu une offensive de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Parce qu'on a fait courir le bruit selon lequel les Russes allaient intervenir. Donc, le 15 février, ça, c'est la dernière intervention de l'armée dans la région du Donbass. En ce moment, il n'y a même pas eu d'opération. Et le passé de l'opération russe a commencé le 22, le 24, après qu'il y a eu cet accord où les responsables du Donbass sont venus en Russie pour signer, pour dire que dorénavant, nous, on est fait partie de la Russie. Et là, en tenant compte, je crois, des articles de l'ONU, je crois l'article 51, qui demande, et c'est d'ailleurs le fameux article qu'a utilisé la France notamment pour attaquer, comment on appelle, Kadhafi, en prétextant qu'il y avait donc des populations à Benghazi qui étaient massacrées, et donc ils avaient ce droit-là d'aller intervenir. C'est comme ça qu'ils ont fait pour tuer, comment on appelle, le Mohamed Kadhafi et des nombreux Libyens. C'est le prétexte qu'ils ont dit en 2011 pour attaquer en octobre 2011 ce qui s'est passé. C'est le prétexte qu'on a été utilisé aussi en Côte d'Ivoire en disant que le président Nicolas Sarkozy, maintenant Bourgi a confirmé pour ceux qui ne croyaient pas, c'est le prétexte qui a été utilisé en Côte d'Ivoire sous prétexte que le président Gbagbo, qui a été démocratiquement élu, était un dictateur et il écrasait une population. La France, qui est si loin, se trouvait dans, soi-disant, l'obligation de protéger une population qui était martyrisée en Côte d'Ivoire. Et voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, alors que là où vous avez un lien entre les populations russes et les populations ukrainiennes, là, on trouve que c'est mauvais. Mais pourtant, la France, qui n'a aucun lien avec les Libyens, aucun lien avec les Français, peut se permettre d'intervenir en Libye, peut se permettre de venir en Côte d'Ivoire, et c'est une bonne chose. Comme je l'ai dit, il faut toujours partir de cette histoire des gens qui sont plus intelligents, des gens qui sont... C'est-à-dire, c'est le racisme à l'État. C'est-à-dire, c'est ça le racisme. La racialisation des peuples. Vous avez un peuple qui est né, qui est bon, qui est démocrate, qui est chaud, et les autres sont des barbares. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand comment on appelle, le ministre des Affaires étrangères le dit, parce qu'il sait, comme je l'ai dit, déjà ça s'est passé, les accords de Minsk, on sait ce que ça a donné. En signant cela, on sait que ça ne va pas résoudre pourtant le problème. Ça va permettre un moment de calmer. Je vous ai dit que lorsque Zelensky s'est trouvé à Paris tout récemment, il a dit quoi? L'objectif, c'est quoi? Ce que les gens veulent faire, en réalité, il faut comprendre. Les gens qui sont partis du problème, dont les Européens, et ils vont venir s'interposer, soi-disant, comme une force d'interposition. Ça veut dire qu'il y a un match, ton équipe joue et tu arbitres. Comment on peut faire cela? Vous voyez la question du cessez-le-feu. Si on dit cessez-le-feu, on va demander d'envoyer des troupes. Mais quelles sont les troupes? Les Européens vont dire, nous aussi, on va envoyer nos troupes. Quel est le plan derrière? Parce que les Européens ont investi. Ils ont mis parce qu'ils ont pris des crédits. Aujourd'hui, nous, on en souffre ici en Europe. On augmente le prix du chauffage et autres, tout ça, etc. L'électricité, ce sont les populations qui payent. Mais si Trump arrive, et que lui, du jour au lendemain, il décide de manière unilatérale de ne plus donner des moyens comme on appelle, à l'Ukraine, et de ne plus faire la pression sur les pays occidentaux, enfin les pays de l'Europe, de donner les moyens. Donc, vous voyez que de facto, la guerre pourrait s'arrêter. Et maintenant, Zelensky serait obligé de s'asseoir, lui qui prétendait depuis quelque temps, je rappelle à toute fin utile, pour que les gens le sachent, Zelensky a pris un décret pour dire que tant que la guerre n'est pas finie, lui ne doit jamais discuter avec, comment on appelle, avec le président Poutine.
Bon, j'espère qu'il va se dédier en signant un autre décret pour dire qu'il peut maintenant signer. Bien, bref. Donc, si la situation telle qu'elle est, qu'est-ce qu'il propose comme cessez-le-feu? C'est de dire, bon, on arrête et on va envoyer une force, puisque l'ONU, c'est leur chose, ils vont prendre une résolution et vous allez voir les troupes françaises qui prétendent, d'après Macron, il a dit qu'il devait envoyer les troupes françaises, mais il sait ce qui se passe là-bas. Ceux qui vont sur le front, hein, comme il y a un Français là, le Mortier, je ne sais pas si je dis bien c'est le Mortier, non, je ne sais plus son nom m'échappe, et ils sont venus, ils ont vu la situation là-bas. Actuellement, nous sommes en période d'hiver, c'est pas du jeu. Quand M. Macron dit oui, la France va envoyer des gens là-bas, les Français, le gars, les gens disent, oh, tu vas envoyer les enfants de qui? Parce que là-bas, ça, c'est pas du 3 degrés, hein, c'est du -5, -6. Et là, c'est la guerre, ce n'est pas comme on a assis ici à l'aise, hein, dans nos bureaux, et puis on s'amuse là. C'est autre chose. La guerre, c'est pas du jeu. Ce n'est pas un jeu sur les Nintendo et autres, tout ça, etc. Donc, ils vont envoyer leurs soldats pour soi-disant s'interposer. Et puis, dans cette situation-là, au niveau des résolutions, on va donner des injonctions. Or, la Russie, dans cette situation, a perdu des hommes. Parce qu'il ne faut pas jouer. Il ne faut pas penser que la guerre que la Russie mène contre l'OTAN, c'est une guerre où ils gagnent seulement tous les jours. Ils ont perdu des hommes. Il y a des gens qui sont là, etc. Et donc, ils ne sont pas prêts, par exemple, à céder des territoires. Parce que les populations avec lesquelles ils ont signé, par exemple, les populations de Donbass qui rentrent dedans, enfin, qui reviennent dans la Russie, donc, ça devient maintenant un territoire russe. Puis c'est une question de conquête. Si maintenant on veut remettre ça en cause, alors qu'on remet en cause ce qui se passe à Gaza, puisque chaque jour, hein, Israël va prendre des petits territoires. Je pense que ce qui va se passer bientôt en Syrie, parce que M. Erdogan, excusez-moi si je passe du coq à l'âne, envisage une forme d'extension de comment on appelle, de l'Empire ottoman. C'est d'ailleurs pour ça que M. Al-Julani, enfin, bon, comme on le dit, on va prendre le terme qui a été fait, un djihadiste modéré, comme s'il y a un djihadiste qui est mauvais. Puis, donc, ce djihadiste modéré, occidental, a été beaucoup armé par, comment on appelle, la Turquie. L'objectif de la Turquie, ce n'est pas un jeu du hasard, parce que les Turcs, l'Empire ottoman, à un moment donné, s'est imposé sur ce territoire, à la fois sur les Bédouins, les Arabes. Et ça, M. Erdogan voit encore ça. Lui-même, il a dit il n'y a pas longtemps, dans une de ses déclarations, les frontières de la Turquie sont extensibles, de la même manière que vous avez, comment on appelle, Israël, qui, elle, n'a jamais défini ses frontières. Donc, pour vous dire que véritablement, à la lutte de l'Empire, les territoires qui ont été acquis par la force, par le sang de leurs frères, ils ne vont pas se lever du jour au lendemain pour dire, bon, cessez le feu, on va envoyer une force d'interposition. Et laquelle? Et cette force d'interposition, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez les Français, les Allemands qui sont là, ils vont pouvoir faire la part belle aux Russes. Ils vont même profiter pour voir la position des Russes, donner des armes, ils vont attaquer. Et comme ce sont eux qui font le rapport à l'ONU, ça dit qu'on attaque les Russes et ils vont venir dire non, 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 c'est plutôt les Russes qui ont attaqué, ainsi de suite. Et vous voyez ce qui va se passer. Quand Zelensky a fait sa déclaration, il faut comprendre. Il dit d'abord, dans un premier temps, on accepte, on va mettre une force d'interposition. Ensuite, on va récupérer les autres par la politique. Il ne l'a pas dit au hasard, c'est pas parce qu'il avait fumé quelque chose. C'est-à-dire que si une fois la force d'interposition est là, petit à petit, on va égrener, on va parler par les accords, ainsi de suite, pour dire oui, ainsi de suite. Mais si cette guerre, alors donc ce qui veut dire qu'on met de côté ce qui s'est passé, on met de côté la volonté des populations du Donbass qui, elles, ne sont plus prêtes, je suppose, avec le référendum qui a eu lieu en 2015 et après le fait que les autorités aient accepté en 2022 d'aller signer pour qu'ils fassent partie de la Fédération de Russie, ça veut dire qu'on met de côté cette situation. Et on va revenir à quelle situation? La situation de départ où ces personnes étaient lésées. Donc, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une vraie solution de paix et qui doit se faire dans les yeux entre le président Poutine et le président Zelensky. Bon, on en espère que les gens vont le laisser faire. Et donc, on signe, déjà il y a une base. On peut partir sur la base de ce qui a été fait déjà en Turquie. On peut partir sur cette base. Et puis maintenant, en fonction de l'évolution des choses, hein, il y a des choses qu'on peut faire. Je rappelle à toute fin utile pour ceux qui pensent que cette guerre est une guerre de sauvages. Il y a au moins, je crois, chaque 2 semaines ou chaque mois, mon frère Gamel Abida me dirait,
des échanges de prisonniers. Donc ça arrive que les Russes, ils se retrouvent, il y a des couloirs pour échanger. Donc je pense que la seule possibilité pour un accord de paix qui doit signer, et je pense que les points sur lesquels la Russie ne veut pas transiger existent. C'est-à-dire, vous restez un pays neutre, les territoires acquis, ils vont les conserver, parce que c'est aussi une forme de garantie pour eux. Et puis, si maintenant l'autre partie, vous voulez entrer, vous faites comme vous voulez, mais toujours est-il que eux, ils ont une sécurité, parce qu'aujourd'hui, je pense que la région du Donbass est une zone de sécurité où ils peuvent peut-être mettre leurs missiles pour être protégés. Je crois que c'est quelque chose de fondamental, parce que les États-Unis ne sont pas prêts à accepter qu'on mette, par exemple, un missile à Cuba, ni au Venezuela ou ailleurs. Si eux, ils acceptent ça, alors je pense que ce qu'ils veulent faire, on pourrait les accepter. Donc voilà, je pense que la vision, enfin, le point de vue qui a été mis par le ministre Lavrov, c'est dans ce sens. Parce qu'il n'y a plus de confiance. La confiance avec les Occidentaux est une confiance distendue. Parce que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, n'est pas compatible avec ce qui se fait dans la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander ce qui s'est passé. Si on prend aujourd'hui toute la presse, que ce soit même des déclarations des dirigeants occidentaux à l'égard ou bien à l'endroit de la Russie et du président Poutine, mais ça donne à vomir. Comment peut-on... Parce que eux, ils parlent du droit. Je vais finir par là. On parle du droit positif. Le droit positif n'inclut pas ce qu'on appelle la peine par association. Je m'explique. Si moi, j'ai volé, mais on ne peut pas, parce que j'ai volé, mettre ma femme et mes enfants en prison. Je m'explique. Je prends un truc bête. Prenons le cas du football, ou bien même des Jeux Olympiques. Parce que, en supposant même que ce qui s'est passé, il n'y avait même pas eu peut-être ces antécédents dont nous avons parlé. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Russes sont interdits de toute activité sportive. Qu'est-ce que, par exemple, un joueur de foot a fait comme complice? Qu'est-ce qu'un handicapé, un paralympique, un handicapé russe a fait pour être exclu de facto comment on appelle, des Jeux Olympiques? Vous voyez ce qui s'est passé. Alors qu'en droit, il n'y a pas de peine par association. La peine, elle est individuelle. Si je commets un acte, tant qu'on n'a pas prouvé que les autres se sont associés à moi pour commettre le délit, on ne peut pas les poursuivre. Or, aujourd'hui, à partir du moment où tu es russe, de facto, tu es coupable. Où avons-nous vu ça? Vous voyez, donc, il y a beaucoup de choses. Ça dit que quand peut-être ça va finir, peut-être les gens pensent que c'est un petit truc comme ça. Mais non, tout ça, c'est documenté. Et à partir de là, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourra bientôt, comme on appelle, mettre ça au grand jour. Donc, je pense que cette confiance n'existant pas, c'est pour cela le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, a dit cela. Et je suis totalement d'avis parce qu'on ne peut pas avoir perdu des gens sur les champs de bataille, avoir livré tout ce qui s'est passé. N'oubliez pas Mainstream 2 qui a été détruit par les États-Unis. Tout ça, c'est tout. Et les mensonges grossiers qui ont été débités sur la population russe et le président russe, et puis dire oui, les jeunes à venir. Parce qu'on sait ce que les autres pensent. Maintenant, les Russes, je pense qu'ils savent ce que les gens pensent et donc ils sont très sereins là-dessus. Le professeur Tapé Goubera. En tout cas, les cessez-le-feu n'ont jamais résolu définitivement un conflit. Je peux peut-être me tromper, est-ce que ça existe dans l'histoire des conflits à travers le monde? On l'a souvent vu, que ce soit dans le cas d'Israël avec justement le Hamas, que ce soit dans le cas à un moment donné de l'Éthiopie avec l'Érythrée. On a souvent vu des cessez-le-feu qui servent uniquement à permettre aux différents protagonistes de se recharger, de se refaire une santé et même de peaufiner leur stratégie, Gamal Abina. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs exemples historiques beaucoup plus profonds encore. On a la Corée du Nord et du Sud qui sont en état de guerre permanent avec cette fameuse zone de démarcation qui a été voulue par l'Amérique. Ces deux Corées se regardent en chaîne de faïence avec un cessez-le-feu de 1953 qui n'a jamais été une paix et qui ne sera jamais une paix. En général, un cessez-le-feu, ça doit être un préalable à des négociations pour arriver à la paix. Mais le problème, c'est que l'Amérique n'a aucun intérêt à ce que les cessez-le-feu conduisent à la paix. Et donc, c'est vrai que on voit bien l'Éthiopie et l'Érythrée, il y a eu des cessez-le-feu, mais les guerres reprenaient. On voit bien avec la question, par exemple, du Pakistan et de l'Inde, où il y a eu 3 conflits quand même, et des cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, c'est un préalable, une négociation pour arriver à ce qu'on appelle donc plus un cessez-le-feu, mais à une signature de contrat de paix pacifique
avec des solutions, avec tout ce qui a posé problème, résoudre le problème qui a été à l'origine du conflit. Et l'Amérique n'a pas intérêt à cela. Elle préfère avoir une tension permanente plutôt qu'une paix. Parce que si les deux Corées, par exemple, on prend l'exemple de la Corée, faisaient la paix, si Taïwan était rattaché à la Chine, parce que ça appartient à la Chine, ça c'est même pas négociable là-dessus, faisait la paix avec l'Empire du Milieu, avec cette fameuse Chine continentale, si, alors Yémen par exemple, il a fallu attendre jusqu'en 90 pour que les deux Yémen se réunissent, si on est capable d'obtenir avec un cessez-le-feu une négociation sans l'intervention américaine, c'est important, l'Amérique n'a jamais apporté la paix nulle part. Jamais. Chaque fois qu'il y a eu un cessez-le-feu et un arrêt des combats, comme par exemple en 88 avec l'Irak et l'Iran, c'était des Cuellar qui étaient à la manœuvre, donc l'ancien secrétaire général de l'ONU, eh bien, c'est arrivé en négociation, cessez-le-feu plus négociation de paix, et un accord définitif sur le tracé des frontières. C'est des questions qui se posent avec acuité. On voit bien que le problème de l'Ukraine, c'est le tracé des frontières. Les Russes considèrent que la partie orientale de l'Ukraine appartient à la Russie. Il y a eu un référendum dans le Donbass qui a été fait, et toutes les villes du Donbass ont acquiescé pour se rattacher à la Russie, non pas parce qu'ils ne voulaient pas être ukrainiens, c'est parce que l'Ukraine ne voulait pas entendre parler des russophones. Donc ça a été ça le problème. On aurait pu éviter ce conflit. Ça n'a pas été voulu parce que l'Amérique est à la manœuvre. Il faudra me rappeler à quel moment dans l'histoire les États-Unis ont cherché à rapprocher les points de vue, ont cherché à arrêter les conflits. Ça n'est jamais arrivé. À chaque fois qu'il y a un cessez-le-feu, il y a un conflit armé. On prend l'exemple de Cuba, ça a été évoqué tout à l'heure par le professeur. Effectivement, Cuba, quand il y a eu la baie des Conchons et puis la question des missiles effectivement russes à Cuba, c'était une situation de guerre qui ne s'est jamais arrêtée. Aujourd'hui, Cuba est toujours en position de guerre avec les États-Unis, alors que, de fait, il n'y a pas eu d'accord de paix. Il y a eu un rapprochement sous Obama qui a été immédiatement balayé par Trump, mais il n'y a pas de cessez-le-feu qui conduise à la paix de la part des Américains. Parce qu'ils ont un intérêt à ce que la tension soit entretenue. On a eu une tentative de rapprochement avec le Kuomintang à Taïwan, qui se rapprochait de la Chine. Quand même, le Kuomintang, c'est quand même le parti de Chiang Kai-shek qui était anticommuniste. Ils ont commencé à se rapprocher des Chinois, les Américains ont manœuvré pour les faire tomber. Donc c'est toujours les mêmes manœuvres. Donc le cessez-le-feu en Ukraine est un pis-aller, on dira, pour calmer un peu le nombre de morts, mais ça ne résout pas le problème. S'il n'y a pas de négociation directe entre l'ancien comique qu'on va appeler président maintenant, Zelensky, qui fait vraiment la parade nuptiale à l'Occident pour obtenir des armes et qui n'est absolument pas crédible en président, et de l'autre côté l'Occident qui fait pression pour alimenter une guerre qui est ingagnable, et avec les États-Unis qui étaient à la manœuvre, maintenant c'est fini, mais tout de même, eh bien, il n'y aura pas de paix. La seule paix des braves, c'est comme ça que l'appelait Yasser Arafat, c'est quand deux ennemis qui se détestent arrivent à se parler, et sans que l'Amérique intervienne. C'est ça, la paix des braves. Et pour y parvenir, il faut d'abord reconnaître la victoire et la défaite, et surtout reconnaître l'état de situation nouvelle qui est imposé par la guerre. L'Ukraine était intègre tant qu'il n'y a pas de guerre. Aujourd'hui, il faut oublier la partie est de l'Ukraine, elle appartient à la Russie, et c'est définitif. C'est définitif parce que la population ukrainienne donc de l'Est de l'Ukraine a demandé le rattachement à la Russie. Comment voulez-vous revenir là-dessus? Comment peut-on espérer que l'Ukraine récupère ses parties d'une population qui déteste le pouvoir central? Ça n'est pas possible. C'était possible en 2014, ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, effectivement, le cessez-le-feu, c'est une façon un peu minable de la part de l'Europe d'essayer de faire durer un petit peu le plaisir, mais ils savent parfaitement que la négociation ne se fera pas sur la base d'un cessez-le-feu avec une Russie affaiblie, mais avec une Russie dominante qui peut littéralement exercer des pressions sur l'Ukraine considérables. Elle peut très bien dire, on ne va pas s'arrêter de l'autre côté de la frontière du fleuve, le Dniepr, on peut peut-être pousser notre avantage au-delà du fleuve, jusqu'à la frontière littéralement du centre de l'Ukraine, on va dire, pour faire simple. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent se négocier, mais j'ai envie de dire simplement, pour qu'on obtienne un résultat concret, il ne faut surtout pas que les Américains, sauf s'il y a une volonté réelle, mais j'y crois pas, viennent à cela. Alors Trump peut être une surprise. Trump est quelqu'un de très volatile, on a du mal à le situer parce qu'il est très particulier. C'est un homme d'affaires, tout le monde le sait, mais pas seulement, c'est un homme qui veut rentrer dans l'histoire en créant les conditions de la paix par l'argent. C'est très particulier comme méthode. Il l'a fait avec les accords d'Abraham, où il payait littéralement les États, où il leur faisait un chantage. Ça a plus ou moins bien marché, mais il faut voir le résultat aujourd'hui, c'est catastrophique. Donc, pour obtenir une paix durable, il faut d'abord que les deux ennemis se parlent, et non pas les intermédiaires. Et surtout, il faut s'en tenir à des réalités de terrain. Aujourd'hui, l'Ukraine de l'Est est perdue, l'Ukraine de l'Ouest est affaiblie. L'intérêt de l'Ukraine, ça n'est pas de s'ancrer avec l'Europe qui les a endettés. L'intérêt de l'Ukraine, c'est de s'ancrer avec ses frères de l'Est, parce que ce sont des Slaves. Et ça a été dit tout à l'heure par le professeur, effectivement, il ne faut jamais oublier que les Slaves de l'Est, c'était les premiers esclaves de l'Europe. Il ne faut jamais oublier ça. Eh bien,
ces fameux esclaves ou slaves, ont maintenant redressé le nez, ne veulent plus entendre parler d'un Occident dominant, ont les capacités de faire face. Il faut rappeler que la Russie a très souvent été attaquée. Elle a très peu attaqué, mais très souvent été attaquée par l'Occident. Première guerre mondiale, Seconde guerre mondiale. Tout cela pour dire qu'effectivement, il faut faire très attention à cela. Donc oui, pour les cessez-le-feu, c'est un pis-aller. C'est une façon pour l'Europe de montrer qu'elle n'a pas totalement perdu, mais dans les faits, elle a perdu. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va manœuvrer avec un cessez-le-feu, va demander à Zelensky de négocier le moindre mal. Lui-même commence à revoir sa copie, ne voulait pas négocier avec les Russes, il avait même fait une loi pour interdire la négociation avec Poutine, ce qui est d'une débilité primaire. Faire une loi pour empêcher de négocier avec son ennemi, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, cette loi, il l'a oubliée parce qu'il est obligé de négocier. Et il négocie quoi ? Il demande à l'Occident de l'aider pour pouvoir avoir le moins de pertes possible. Aujourd'hui, les 20% de l'Ukraine sont perdus et il espère peut-être récupérer les territoires qui ont été grignotés par les Russes jour après jour. Rappelons-nous tout de même que la fameuse contre-offensive qui devait porter à l'Ukraine une victoire lui a apporté une défaite cuisante, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en Occident. Ils ont perdu énormément d'hommes. Ils se sont heurtés à un mur infranchissable de défense russe qui était préparé de longue date. Et aujourd'hui, maintenant, ils ont une capacité offensive qui est quasiment nulle. Ils ont tenté une opération à Koursk qui était suicidaire. On le sait aujourd'hui. Fameuse histoire de Koursk avec la plus grande bataille de chars. Ils ont osé un truc pareil quand même. Eh bien, aujourd'hui, les Ukrainiens sont livrés à eux-mêmes. Donc, il y aura une négociation directe, je l'espère. Il y aura une négociation ouverte avec la Russie qui le réclame, ils n'ont pas de problème avec ça, et il y aura un Occident qui va devoir effectivement récupérer de l'argent, c'est sûr, mais qui va surtout devoir s'humilier un petit peu parce que la puissance de l'OTAN a failli pour la première fois de façon effective face à l'Ukraine. C'était facile de détruire la Libye avec l'OTAN, c'était facile de détruire l'Irak, c'était facile de détruire des pays qui n'avaient pas beaucoup d'industrie. On ne touche pas à une grande puissance industrielle, tout le monde le sait aujourd'hui, et on ne touche pas à une puissance aussi puissante que la Russie, deuxième puissance militaire mondiale, et une des puissances économiques en devenir. Donc c'est vrai que l'idée d'un cessez-le-feu va germer, qui sera un préalable à une négociation directe et effectivement pour obtenir la paix, à ce que les Ukrainiens parlent directement avec les Russes sans avoir de pollution style Boris Johnson qui est venu saboter, ça a été dit tout à l'heure, saboter la négociation avec les Russes, saboter à nouveau la négociation avec les Turcs qui jouent l'intermédiaire, parce que la Turquie a tout intérêt à ce que ce conflit s'arrête. Tout à l'heure, en posant la question, j'ai dit Éthiopie et Érythrée, ça c'est plutôt de l'Éthiopie avec la région du Tigré. Je reste avec vous, Gamal Abina. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question des frontières. Également, le professeur Tapé Goubera l'a évoqué. Il y a cette question sur l'élargissement de l'OTAN. En quoi, finalement, est-ce que les désaccords sur cette question, Gamal Abina, influencent les perspectives de paix durable en Ukraine? J'allais dire comment? Alors oui, pour reprendre la remarque sur l'Érythrée, il y a une négociation qui était emmenée par l'Algérie, c'est comme ça qu'ils ont obtenu un résultat, parce qu'il y a un pays qui n'avait aucun intérêt à ce qu'il y ait une guerre entre deux pays frères. Si les Américains avaient été à la manœuvre, et là on vient sur le Tigré, l'Amérique a organisé le front, entre guillemets, tigréen, contre l'Éthiopie pour alimenter la guerre. On voit très bien le jeu trouble des Américains qui adorent alimenter les guerres dans des pays qui étaient stables et puissants, puisque l'Éthiopie devient une grande puissance. Pour revenir à ce que vous dites, effectivement, la problématique de l'OTAN, c'est que depuis des années maintenant, on est à 30 années, enfin 33 années pour être précis, depuis la chute, plus que 33 années, on est à 35 années de la chute de l'Union soviétique, on est à 33 années de la chute du Parti communiste, du soviétisme littéralement tel qu'il était incarné, parce que d'abord il y a eu le chute du mur de Berlin et 3 ans plus tard, c'est le soviétisme qui tombe, et à ce moment-là, l'OTAN qui devait être rappelons ce que veut dire OTAN, c'est le traité de l'Atlantique Nord. La destination de l'OTAN, c'était de faire face à ce qu'on a appelé à l'époque, les Russes, donc en l'occurrence les Soviétiques, de faire face au pacte de Varsovie, la ville de Pologne. Parce que tous ces pays d'Europe centrale avaient une très grande puissance intégrée militaire, interarmée, sous commandement soviétique, donc russe. Et donc, quand ils ont créé l'OTAN, c'est pour faire face à la menace communiste. Une fois que la menace communiste s'effondre et que c'est le capitalisme qui est triomphant dans toute l'Europe, avec tous les malheurs que les Russes ont subis pendant 10 ans, eh bien l'OTAN aurait dû disparaître. Or, l'OTAN, bras armé de l'Occident, dont la pointe la plus avancée est la Turquie, c'est dire un peu le risque, eh bien l'OTAN, son fondement, c'était de grignoter les territoires pour en finir non plus avec les communistes, ce qui aurait pu être légitime, mais en finir avec la Russie, la grande Russie, la Russie des tsars, la Russie impériale, la Russie, effectivement, la grande Russie qui a toujours été détestée d'ailleurs. Cette fameuse Russie qui a refusé, par exemple, à Berlin, la fameuse conférence de 1885, de se partager l'Afrique. Il ne faut jamais l'oublier, ça, c'est important. C'est le seul pays d'Europe qui a refusé de venir massacrer les Africains chez eux en leur volant le territoire et en leur découpant comme s'ils découpaient une tarte. Et donc ça pour dire qu'aujourd'hui, la Russie est un enjeu prioritaire parce que très riche,
parce que très puissante, parce que première puissance militaire mondiale avec ses missiles intercontinentaux et ses fameux missiles hypersoniques, et la Russie n'acceptera jamais, c'est bien clair, n'acceptera jamais à sa frontière un risque létal. C'est-à-dire que si vous avez des bases avancées de l'OTAN à la frontière ukrainienne, autant dire que c'est la Russie qui est frappée. La Russie a aussi, sur un territoire qui appartenait à l'Allemagne à l'époque, à une enclave en Europe, Kaliningrad. Cette enclave russe ne sera pas quittée, mais ils vont renforcer leur positionnement. Là, on est sur un bras de fer. Alors pourquoi est-ce que l'OTAN ne peut pas être une solution en Ukraine, mais plutôt un accélérateur de risque? C'est parce que l'OTAN reste un groupe interarmé offensif, militaire, qui attaque. Il n'est pas là pour autre chose que pour attaquer. L'OTAN est devenue une véritable force de frappe qui n'est plus défensive mais offensive. Les Russes l'ont parfaitement compris, n'ont pas accepté qu'on les fait rentrer par vagues successives, 98, 99, 2003. À chaque fois, ils ont fait rentrer au fur et à mesure des pays d'Europe centrale, de l'ex-pacte de Varsovie, et ils ont compris le danger à leurs frontières. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les Russes ont tapé fort. N'oublions jamais, j'ai eu l'occasion de le dire à RT France à l'époque, que Vladimir Poutine, lorsqu'il va faire la guerre pour des raisons stratégiques en Tchétchénie, il ne le fait pas parce qu'il a envie de massacrer les Tchétchènes gratuitement. C'est une guerre ignoble, c'est vrai. Mais il ne l'a fait pas pour ça. Il l'a fait parce qu'il voit le danger de la Fédération de Russie qu'on va émietter. C'est ça qui l'a poussé à la guerre. Il aurait fait cette même guerre avec n'importe quelle république non musulmane. Le résultat était le même. Il a voulu garantir la Fédération de Russie. Donc lorsque Poutine va porter sa frappe et va relancer la guerre en Tchétchénie, c'est uniquement pour en finir avec le risque de conflagration de la Fédération russe. Et aujourd'hui, lorsqu'il voit à ses frontières des risques interarmés qui se rapprochent de son territoire, il fera la même frappe, et il la fera tout le temps, par rapport à ce risque effectivement vital pour la Russie, parce que, je suis désolé, mais les États-Unis n'ont rien à faire en Europe. D'accord. Professeur Tapé-Goumbira, je reviens à présent vers vous. Vous qui êtes un féru, on va le dire, de faits historiques. On le disait d'ailleurs à l'entame de cette émission, vous êtes enseignant-chercheur. Parlons justement de ce désaccord sur l'élargissement de l'OTAN et Gamal Abina qui évoquait à l'instant le fait que justement M. Poutine a toujours dénoncé le fait que le rapprochement de l'OTAN vers les frontières de la Russie représentait un réel danger pour la Russie. C'est vrai, aujourd'hui, on a de plus en plus de pays qui ne se disent pas vraiment ouverts du côté, en tout cas des Occidentaux, à ce que l'Ukraine adhère à l'OTAN, mais il n'en demeure pas moins qu'il reste toujours des promesses dans ce sens. Professeur Tapé-Goumbira. Professeur Tapé-Goumbira, si vous m'entendez, activez votre micro, s'il vous plaît. Non, je disais, donc l'OTAN, on l'a présenté comme l'a présenté tout à l'heure, enfin, ce dont a parlé tout à l'heure mon frère Gamel Abina, qui a toujours été présenté contre, à l'époque, le pacte de Varsovie. Quand vous regardez les agressions dont l'OTAN a été à l'avant de ces agressions-là, il n'y a jamais eu une action défensive. C'est toujours plus des actions offensives. Qu'est-ce que les Pakistanais, qu'est-ce que les Irakiens, qu'est-ce que les Libyens, qu'est-ce que les Afghans ont fait contre l'OTAN pour qu'ils soient attaqués. Même si on prend ce qui s'est passé même en Europe avec la Yougoslavie, qu'est-ce que ces peuples ont fait comme menace sur les membres de l'OTAN? Donc l'OTAN, en réalité, s'était érigé en gendarme depuis la tombée du mur de Berlin. Mais ça a vraiment une griffe. Pourquoi? Parce que, en réalité, le mur s'est effondré de lui-même. C'est vrai que vous avez un monsieur comme Gorbatchev, effectivement, qui s'est laissé distraire. Et donc, Gamel Abina a bien fait de faire le distinguo entre la tombée du mur de Berlin, qui a été construit le 15 août 1961, et puis la fin du communisme, enfin du régime communiste en URSS. Le régime communiste pouvait continuer. Hein. Ça, c'est maintenant le fait de Gorbatchev. La preuve, nous avons le Parti communiste en Chine. Donc, les États-Unis qui se sont vus comme étant les vainqueurs, pour eux, ils ont vaincu. Or, le mouvement s'est effondré de lui-même, de l'intérieur, à travers les contradictions qui y étaient. Donc, pour eux, ils sont vus comme les vainqueurs, comme étant ceux-là même qui avaient la meilleure voix. Et c'est pour cela, tout à l'heure, j'ai parlé de Huntington, qui a écrit, son livre n'est pas sorti au hasard. Tous ces livres sont sortis dans la même période. Donc, ils sont devenus entre eux les gendarmes. Donc, ce qui fait que, c'est un peu comme, c'est une mafia en réalité, si vous prenez l'OTAN. On vient vers vous, on vous dit, si vous voulez être parrainé, vous venez dans l'OTAN. Si vous ne venez pas,
le méchant russe qui est là, il va vous détruire. Vous voyez? Et donc, les pays qui ont fait partie du pacte de Varsovie, de par la manière dont il y a eu la gestion, ça, je pense que c'est interne, parce que quand vous discutez avec comment on appelle, les Ukrainiens, des Polonais, la Pologne n'y était pas, mais quand vous discutez avec les Hongrois et autres, tout ça, eux, il y a, c'est vrai, une forme de nostalgie, mais en même temps, d'autres choses qu'ils dénonçaient, etc., du fait qu'on ait érigé des partis uniques. Ça, je pense que ça posait un problème. Mais aujourd'hui, avec du temps, certains qui sont les anciens se disent, mais tout compte fait, au temps du parti unique, c'est vrai, peut-être qu'on n'avait pas peut-être la liberté politique qu'on nous a promis, mais toujours est-il qu'on était bien. Moi, j'en connais certains avec lesquels je discute. Est-ce que par exemple, ils sont neutralisés ou bien c'est une réalité? C'est toujours que c'est ce qui est. Parce qu'aujourd'hui, se rendre compte en réalité, ça s'est passé en Russie, lorsqu'il y a eu Boris Yeltsin qui est venu, vous avez vu la Gabélie qui s'est érigée en dogme, en mode de gouvernement, et c'est un pays en lambeaux. Nous, c'était aujourd'hui l'avènement du président Poutine. La Russie a devenu ce pays-là où on fait du n'importe quoi, où le cancérisme était à son comble. On est venu, il a remis les pendules à l'heure. Donc l'OTAN, en réalité, cette organisation-là, elle fait en fonction de ses intérêts, et surtout des intérêts des États-Unis, puisque les États-Unis sont dominants. Et ce qui pose problème aujourd'hui au niveau de l'Europe, parce que quand on va venir, il va exiger que le montant que les gens donnaient est petit, qu'il faut donner plus. Puis il dit, mais c'est nous qui vous défendons. Vous voulez que je vous défende? Alors il faut payer. Ça nous rappelle un peu dans les films, quand on voit la mafia. Vous voulez qu'on vous protège contre le monstre russe? Alors il faut payer. Si vous ne payez pas, nous on ne vient pas. Et donc c'est la même chose qu'on a fait, comment on appelle, on a présenté aux différentes populations. Et donc, en fonction de la vision des États-Unis, X ou Y peut entrer et Z peut ne pas entrer. Parce que c'est une question d'intérêt. Est-ce que vous nous intéressez? Qu'est-ce que cela peut nous rapporter? Donc, c'est ça la structure de l'OTAN. En réalité, quand on regarde l'OTAN, elle ne sert à rien sauf à faire la guerre. C'est-à-dire que l'OTAN est cet élément-là, quand on prend ce qu'a écrit Noam Chomsky, il dit la politique étrangère des États-Unis, c'est la guerre. C'est lui qui l'a écrit, c'est un bouquin. Maintenant, et pourtant il est américain, il a dit la politique étrangère des États-Unis, c'est la guerre. Et l'OTAN est l'allié objectif de la CIA, parce que la CIA, c'est cette organisation en civil, et l'OTAN vient parachever sur l'élément avec comme on appelle, en prenant des résolutions. Et donc, on peut détruire un pays, on peut déstabiliser, par exemple, la région qu'on nomme aujourd'hui le Proche-Orient, et à la merci, comme on appelle, des États-Unis. Du jour au lendemain, on détruit. Je vais ouvrir une parenthèse. Les autorités, les Biden et autres, l'État profond n'étaient pas contents de l'action des sionistes en ce qui concerne, par exemple, la Syrie, parce qu'ils pensaient récupérer ce matériel d'armes qui était de Bachar al-Assad pour le remettre à Zelensky. C'est d'ailleurs pour ça que Zelensky a envoyé ses gars en chose avec le fameux Al-Julani, ce beau, ce bon, ce intéressant, comment on appelle, djihadiste modéré. Et donc, il a envoyé des gens là-bas avec des choses pour l'aider, pensant à récupérer le matériel et le remettre, parce qu'en attendant que les autres puissent faire, au moins ils ont du matériel. Mais que, de manière unilatérale, Israël a détruit, et donc ils ne sont pas trop contents. Bref, ils ont fait le reproche à Israël, mais j'ai dit que c'était aussi une bonne chose. Donc les gens se lèvent. Donc ici, l'OTAN, en réalité, pourquoi l'OTAN n'a jamais demandé, par exemple, à Israël d'entrer au sein de cette organisation? Vous voyez que véritablement, c'est une structure c'est une organisation qui a l'objectif de faire la guerre. Et donc, tout comme un peu la mafia, c'est ce qu'elle fait. Et donc, elle a ses critères, et les critères sont déterminés par les États-Unis. Si on vous voit, vous êtes sain, vous passez au peigne fin, ils voient les critères qu'ils veulent, vous entrez dedans. Sinon, avant, c'était un peu plus facile. Parce que simplement, je suis convaincu que si la situation de la Turquie était comme maintenant, je ne suis pas convaincu qu'ils allaient accepter la Turquie. Mais à l'époque, ils avaient besoin tellement de clients, parce que c'est un sujet de clientélisme. On a besoin de clients pour que les clients puissent valoriser nos thèses. Et aujourd'hui, donc, on accepte tel client ou tel autre client, mais pas celui-là parce qu'il ne répond pas à nos critères. Voilà un peu comment se comporte l'OTAN. Comme je dis, n'a jamais mené une politique défensive, parce que c'est toujours une politique offensive. Aucun État de l'OTAN n'a jamais été attaqué, et puis l'OTAN a répliqué. C'est le contraire, c'est l'OTAN qui se permet d'aller attaquer les autres pays
sous le prétexte ou bien sous une vision, selon eux, leur vision, et on va détruire un pays. Et après, donc, on a déjà pris les résolutions qui aident. C'est-à-dire que l'OTAN est toujours là pour soutenir les accords la plupart du temps de la CIA. D'accord. Gamal Abina, je reviens vers vous avec cette question, certainement. C'est le point qui va nous conduire à sortir de cette édition de Face, de cette production de Face à l'actualité. Donc je commence par vous, Gamal Abina. Il y a l'Occident, mais il y a également les acteurs non occidentaux tels que la Chine ou alors les BRICS. Est-ce que vous pensez que ces acteurs non occidentaux aujourd'hui peuvent jouer un rôle pour favoriser une paix durable du côté de l'Ukraine? Déjà, on a vu la sortie chinoise qu'on n'avait pas pris au sérieux. Ils ont proposé une solution de rapprochement des points de vue. Les Américains s'y sont opposés parce que leur intérêt, c'est de faire durer la guerre. Enfin, les Américains de Biden, il faut bien préciser que c'est Biden et son groupe d'extrémistes qui ont voulu cette guerre. Donc ça n'a pas marché parce qu'on a pris les Chinois pour des rigolos. Et très peu de temps après, les Chinois ont démontré qu'ils avaient une vraie diplomatie puisqu'ils ont réussi à rapprocher deux ennemis de 45 ans quand même, l'Arabie, que j'appelle Arabie et pas saoudite, je ne reconnais pas la famille saoudienne au pouvoir, eh bien l'Arabie a fait la paix avec l'Iran, ce qui est quand même extraordinaire. Donc ça a cassé la stratégie de Brzezinski, ça avait été évoqué tout à l'heure par le professeur, à savoir créer un clivage entre le monde sunnite et chiite. Là, ça volait en éclats, plus de clivage. Et donc oui, ce qu'on appelle le sud global et puis l'Est, puisque l'Est est reconstitué, a eu un impact important et aura un impact. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont empêché l'effondrement de l'économie russe, ce qui n'est pas rien, donc il y a une action. Ensuite, parce que les 54 pays africains ont refusé de suivre l'Occident pour sanctionner la Russie, et ils ont eu raison, c'est pas leur guerre. Et surtout parce que finalement, c'est quoi le monde? C'est 20% d'occidentaux, 80% du reste du monde. Les 80% aujourd'hui, ils pèsent plus que les 20% d'occident, on le sait, sur un plan économique, sur un plan numérique, sur un plan de la superficie de la planète. Et ces 20%-là, pensent continuer à diriger le monde comme l'Occident avait fait dans les années, quand sont sorties les frontières, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. C'est fini ça. Le racisme occidental, la condescendance, la technologie très avancée dont ils possédaient effectivement une puissance extraordinaire jusqu'à récemment, tout cela a été effacé. Les retards technologiques sont comblés. Et je pense que ce qu'on appelle le Sud global va agir parce que d'abord, il y a des groupements interéconomiques qui sont constitués. Vous avez parlé des BRICS plus maintenant qui sont très puissants. Ensuite, parce que ces pays ont tout intérêt à travailler main dans la main. Je veux dire, si la Chine n'a pas lâché la Russie, c'est pas par hasard. La Russie fait partie de la route des Indes, la fameuse route de la soie, plutôt, j'ai une bêtise. Et surtout, parce que un Occident qui est en perte de vitesse ne disparaîtra pas. Mais un Occident en perte de vitesse, ça arrange les pays du Sud. Parce que c'est des concurrents économiques qui ne sont pas inintéressants à effacer, à évincer. Donc je pense que oui, le rôle des Chinois, qui a montré sa capacité, la Chine, à faire de la diplomatie, n'est pas anodin et va peut-être aider. Il y a des pays qu'on n'attend pas. Je veux dire, vous voyez même la Turquie. Imaginez, la Turquie, membre de l'OTAN, a proposé de trouver une solution. C'est-à-dire que même dans le sein du bloc occidental, il y a eu des fractures. On voit bien ce qui se passe avec les extrémistes comme Orban, Viktor Orban, qui refusent l'affrontement avec la Russie. La Russie n'est pas l'extrême droite. Pour autant, elle a réussi à trouver un allié avec l'extrême droite. On voit bien que l'Italie de Meloni est entre deux eaux. Ils ne savent pas trop comment faire parce qu'ils savent le piège. Et on voit bien que les Allemands, ça c'est important, Scholz a tendu la main aux Russes parce qu'ils ont compris que l'affaire de Nord Stream 1 et 2, surtout Nord Stream 2 qui a été explosé par un acte terroriste, il faut le rappeler, eh bien ça ne faisait pas les affaires des Allemands. 10 milliards d'investissements mis littéralement à la poubelle, c'est un truc qui ne passe pas. Donc l'Allemagne qui est en récession économique et qui est en train de perdre ses usines et qui perd sa domination européenne, a tout intérêt à se rabibocher avec la Russie. C'est son allié naturel, stratégique, économique. Donc c'est vrai qu'en dehors même du bloc occidental qui s'est fracturé, une chose est certaine, c'est que le bloc oriental, donc je parle des Chinois, je parle des Chinois et des Indiens. Les Indiens, c'est quand même l'allié occidental par excellence. Et bien même l'Inde a fait défection, a récupéré du pétrole russe, a recyclé. Tous ces pays-là ont tout intérêt à se mettre en bon terme avec le géant russe, parce que le géant russe a accéléré non seulement sa puissance économique et militaire, mais surtout a accéléré son développement intérieur économique et a accéléré son renforcement par rapport à ses relations extérieures. Donc c'est vrai que le vrai vainqueur de l'opération reste malgré tout in fine la Russie, qu'on le veuille ou non, parce qu'ils ont su s'affranchir de l'Occident jusqu'aux banques. Le vrai vainqueur sur un plan économique, parce qu'il va piller l'Ukraine, c'est les États-Unis. Mais les vrais vainqueurs dans l'absolu, c'est le Sud global, qui a fait entendre sa voix, soit en refusant de s'allier aux sanctions, soit simplement en ayant une posture de neutralité, en ne faisant rien. Et le fait de ne rien dire, comme disent les Chinois, qui ne dit mot, consent. À partir du moment où vous ne dites pas que vous sanctionnez la Russie, c'est que vous avez consenti à l'idée que la Russie avait le droit
d'intervenir en Ukraine, de déclencher cette guerre qui reste une guerre. Ils appellent ça une opération spéciale, ça s'appelle une guerre. Quand il y a des bombes, des hommes et des soldats engagés, c'est la guerre. Mais une chose est certaine aujourd'hui, le Sud global a son poids dans la balance. Je veux dire, maintenant, ils peuvent commencer à dire à l'Occident, non, nous ne voulons pas de votre hégémonie, nous n'acceptons pas ce diktat que vous avez depuis trop longtemps conduit, et aujourd'hui, nous sortons de notre réserve pour taper du poing sur la table, littéralement. Donc je pense que la Chine, effectivement, a montré, et ça va continuer, parce que les Chinois ont tout intérêt. Les Chinois veulent de l'économie et veulent de la paix pour l'économie. Ils ne veulent pas de guerre. Quand on prétend qu'ils voudraient envahir Taïwan, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun intérêt pour la Chine. Ils préfèrent, comme ils l'ont fait avec Hong Kong, comme ils l'ont fait avec les territoires qui étaient contrôlés par les Anglais ou les Français, les récupérer au fur et à mesure, calmement, en prenant le temps de convaincre. Mais les Chinois ont aussi réussi, je le dis, je le répète, un exploit en rabibochant l'Arabie avec l'Iran, c'est pas rien. Et ils ont renforcé cette alliance en faisant quoi? Et c'est là où l'économie intervient, en faisant en sorte que ces deux pays rentrent dans les BRICS. Je suis désolé, mais l'Arabie n'avait aucun critère pour rentrer dans les BRICS, si ce n'est le pétrole, ce qui n'est pas un critère lourd. Et ils ont fait rentrer aussi l'Éthiopie, qui avait un PIB de 111 milliards, donc un petit PIB, avec l'Égypte, qui s'apprêtait à se faire la guerre. Parce que quand on fait rentrer deux pays dans un cercle économique, comme en Europe ils l'ont fait, eh bien ça évite les conflits directs et les guerres. Parce que ces pays peuvent commencer à discuter, négocier, avoir des intercesseurs, des gens qui font le travail de négoce, et ceux qui font le travail de négociation, qui font le travail de rapprochement des points de vue, eh bien aujourd'hui, ce sont les Chinois. D'accord. Professeur Tapé Goubera, on va sortir de cette production avec vous. Finalement, on a l'impression que quelque part, l'avènement de ce monde multipolaire pourrait avoir clairement un impact sur l'issue, en tout cas, de ce conflit en Ukraine, notamment un impact sur la recherche de cette paix durable, lorsque on entend d'ailleurs Gamal Abina là, à ce propos. Oui, mais en fait, c'est ça le véritable problème. C'est-à-dire que vous avez une contradiction qui est flagrante. Les gens vous parlent de démocratie, du choix de chaque individu de pouvoir disposer de lui-même, de sa conscience et autres. Mais en même temps, il y a une forme de dictature qui est imposée. C'est ça qui pose le véritable problème. Parce que tout le reste n'est que de la géostratégie et de la prédation. Donc, ceux qui vous parlent de démocratie, ils ne sont pas prêts à respecter le choix des individus. Vous avez... Si on prend bêtement le cas du Hamas, c'est vrai, le Hamas a été créé par Israël, mais lorsqu'à un moment donné, le Hamas, il y a eu des élections, ils ont été eux-mêmes, ils avaient remporté les élections, l'Union européenne a décidé de dire non, on n'est pas d'accord. Pourtant, on dit on veut la démocratie. Il y a eu pas mal de résolutions, on parle de la résolution en fait. Il y a eu un référendum qui a été fait dans la région du Maïdan depuis 2014. Mais en réalité, on aurait dû entériner ça, ce sont les populations elles-mêmes qui décident. Donc, cette histoire de la domination de l'Occident je vais dire, c'est à sens unique. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous êtes de leur côté, vous êtes les meilleurs. Je donne le monsieur Al-Julani, vous voyez, on préfère un djihadiste à un dictateur. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, le bon sens aurait voulu qu'on préfère un dictateur à un djihadiste. Mais, comme c'est un bon djihadiste, et ses premières déclarations sont faites où il dit que voilà, lui va travailler avec Israël et autres, tout ça, etc. Tout le monde est d'accord. Mais vous verrez que demain, s'il revient dans son état premier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va refuser la domination, c'est ce qui s'est passé avec les Moudjahidines. Moi, j'ai ici des journaux. Quand vous regardez ce qui s'est... Quand il y a eu, comment on appelle, l'URSS avait envahi le Pakistan, l'Afghanistan, si vous lisez les journaux, c'est pas possible. On encourageait les gens à faire du djihadisme contre l'URSS. Mais la même chose se reproduit. Ah non, c'est dangereux. Ouais, donc c'est pour cela que nous sommes tous favorables à l'avènement d'un monde multipolaire, de telle sorte qu'il n'y ait plus la dictature d'une minorité sur la majorité. Comme l'a dit tout à l'heure Gamal Abina, ce qu'on appelle couramment les Blancs, ils représentent entre 12 et 13% de la population mondiale. Mais sont eux qui veulent imposer leur domination. Or, nous sommes dans un monde qui est naturellement, ça dépend, d'autres appellent Dieu, Allah, etc., le Créateur. Ça dit que la nature, bien, c'est pas le Créateur, a fait de sorte que nous sommes divers. Et c'est d'ailleurs ce que disait le savant et le procès, comment on appelle, Amadou Apatepa. Il dit la beauté d'un tapis provient de la diversité de ses couleurs. Si on s'en tenait à ça, aujourd'hui, on serait allé dans une voie qui est intéressante, c'est de permettre à ce que chacun puisse exprimer son point de vue. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et ce qui se passe, c'est que les gens cette minorité veut imposer cette dictature.
et ce qui n'est pas acceptable. C'est justement pour ça que nous encourageons vivement l'avènement de ce monde multipolaire pour que chacun puisse mettre en avant ce qu'il a fait ou bien ce qui s'est passé de son passé, etc., par la dictature d'une minorité qui veulent forcément dire quand ils sont malades, tout le monde doit être malade. Quand ils sont contents, tout le monde doit être content. Quand ils sont, comment on appelle, ils ont le cafard, on doit avoir le cafard. Non, non, non. Tu peux être malade. Moi, je ne suis pas malade, donc je dois être heureux. Malheureusement, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord, merci professeur Tapé Goubira, et c'est sur votre intervention que nous allons mettre un terme à cette édition de Face à l'actualité. Merci à vous, merci également à Gamal Abina qui est journaliste et analyste politique qui nous a fait l'honneur de sa présence. Je rappelle pour nos téléspectateurs, professeur, que vous êtes bien sûr président du mouvement pour la Renaissance africaine. Merci à vous, chers messieurs, pour votre disponibilité. Merci à nos téléspectateurs qui ont suivi cette édition de Face à l'actualité de bout en bout. Les programmes se poursuivent très certainement sur la télévision panafricaine. Rendez-vous demain pour une autre édition de Face à l'actualité avec un autre sujet d'actualité et probablement une nouvelle présentation. Bonsoir. Bonsoir professeur, à très bientôt.